Bonjour, bonsoir, je ne sais pas sur quel fuseau horaire vous nous écoutez, mais c'est Casquette Verte et bienvenue dans Pas sorti du bois. Écoutez ça. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 94e épisode de Pas sorti du bois. Ça commence à sentir le 100e. Tantôt, on pourra vous dire pourquoi cet épisode-là, ce numéro-là, a quelque chose de fort dans la fierté de mon invité du jour. Je reçois Casquette Verte ou Alexandre Bouchex. Comment tu prononces ton nom de famille? Ah ben, tu l'as très bien prononcé. On bien prononcé. Ouais, on prononce merci. le X. Voilà, le X. Bienvenue Alexandre. Merci de m'accueillir dans ton podcast, c'est un plaisir. Je pensais pas que la Casquette Verte s'était fait connaître outre-mer et que un jour je pourrais remettre cette fois-ci pas le pied mais la voix au Québec et ça me fait ultra plaisir moi. Ben oui, c'est ça, parce que tu es déjà venu au Québec puis on pourra en jaser. C'est drôle, il y a quelques semaines, j'ai sorti une série d'épisodes thématiques avec des jeunes, donc des jeunes de 8 à 14 ans. Puis à un moment donné, on parlait de coureurs, de coureuses, d'inspiration. Puis à un moment donné, je leur lançais aux jeunes des listes de coureurs, coureuses connus. Puis je voulais qu'ils me disent s'ils les connaissaient puis qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis j'avais lancé dans la conversation aux jeunes Joey, j'ai dit, tu connais-tu Casquette Verte? Il me regarde, il fait, non, mais c'est cool comme nom. C'est génial, mais tu sais que on embraye direct, mais il y a un truc, moi, j'ai remarqué très récemment, c'est que j'ai une audience assez forte justement chez les jeunes, en tout cas ici en France, sur on va dire, ouais, sur les 6-12 ans, et je comprenais pas pourquoi, parce que normalement, c'est pas du tout les gens pas que je cible, mais c'est pas mon audience naturelle. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, mon sport, qui est l'ultra trail, les participants à ça, c'est plutôt des gens qui vont avoir 35-45 ans, qui ont en fait, voilà, qui ont commencé à construire une famille et qui commencent à avoir des enfants qui ont dépassé le bas âge et qui ont cette tranche d'âge. Et en fait, c'est parce que papa et maman, ils en parlent à table ou pendant une course. Et eux, ils retiennent pas les Jim Wemsley, les François Daen, les Kylian Jornet. Ces noms ne sont pas retenables facilement par un enfant. Alors que Casquette Verte, ça tilte tout de suite, une couleur et un objet, tout enfant sait ce que c'est. Et donc, je pense que je vais me spécialiser. Je vais être l'ultra-trailer des enfants bientôt. Parfait, tu pourras leur parler de ton régime d'avant-course, l'entraînement, la bière. Parlant de bière, Casquette Verte, qu'est-ce que tu bois de ton côté? Bah là, attends, je bois. Il y en a la moitié qui. Tu es en train d'en mettre sur ton clavier, hein? Exactement. Mais ça va, pas de problème. Alors, je bois, en fait, tu vois, j'ai écouté l'épisode 76. Celui avec Charles, 72. 72, où tu parlais, en fait, j'ai remarqué que sur 2h30, tu parlais quand même pendant presque 2 heures de bière, alors que c'était censé être quelque chose sur le sport. Donc je me suis dit, merde, putain, là, tu vas arriver, tu vas être un peu léger. En plus, tu n'auras même pas de quoi boire. Et ici, tu vois, on n'a pas de dépanneur, on a des épiceries. Les épiceries, elles sont pas terribles niveau bière qui sont proposées. Et donc, je suis rentré dans la première épicerie qui était encore ouverte en rentrant de ma séance d'entraînement. J'ai pris le premier truc qui ressemblait à une bière qui n'était pas une bière en canette affreuse. Et donc, a priori, ça s'appelle de la Coref BZH. BZH pour Bretagne, c'est une bière ambrée. Et il y a juste marqué bière bretonne artisanale de fermentation haute bière BZH artisanale. Et je lis pas le breton. Mais il reste assez simple. Hein. Il reste assez simple, ça a l'air cool. C'est pas mal. Ouais, bon, ouais.
Ah, elle est super agréable. En plus, moi, Ouais. je l'ai mise un petit coup au congèle pour la refroidir. Mais c'est drôle que je bois de l'ambré parce que l'ambré, je l'ai découvert bah, quand j'étais au Québec, quand j'étais à Montréal. Avant Montréal, j'avais pas de connaissance de la bière. Je vais pas dire que c'est Montréal qui m'a fait connaître la bière, mais c'est là où je suis passé dans un autre mode de la bière. Mhm. Avant, à Paris, j'étais dans un mode de consommation de bière qui était de la Kronenbourg, de la Henken, enfin bon, de la pisse, quoi. Euh, de la blonde pas très bonne. Et, euh, et quand je suis arrivé à Montréal, je sais que j'avais un 24-24 à côté et je pouvais acheter, c'était de la Boréal. Et je me rappelle que j'avais commencé à diversifier ma consommation de bière parce qu'ils faisaient des packs qui étaient pas mal où il y avait blonde, brune, rousse, ambrée dans mon souvenir. Ouais. Et moi, je connaissais pas les. Donc au début, j'avais bu que les blondes et les rousses que je connaissais un peu. Et les brunes que je connaissais. Et je gardais toujours pour la fin les rousses et les ambrées. Et j'ai terminé à commencer à vraiment préférer les rousses et les ambrées. Et donc, c'est les rousses, principalement les rousses de Boréal, qui m'ont fait aimer ce type de bière. Et maintenant, en fait, à chaque fois que je bois de la bière depuis, donc ça date hein, maintenant, putain, ça fait 10 ans, quoi. Maintenant, en fait, je me suis habitué ça a fait évoluer mon goût vers ça. Peut-être que c'était le fait d'être à Montréal, mais je ne sais pas si c'est une spécialité d'ailleurs. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des blondes dans la vie, il y avait aussi les rousses et les ambrées aussi, quoi. Ah ben c'est bon, écoute, tu fais un lien parfait avec mon partenaire du podcast. On dirait quasiment que c'était stagé, mais non. J'ai une boréale, moi aussi. Nano à pied des vallées. Ok? J'ai commencé en légèreté. Petite nano à pied des vallées. Comme je te disais tantôt, c'est ça, boréal. Il y a les packs dont tu parles, les bières de base, je dirais, blonde, rousse, ambrée et tout. Puis ils ont leur série artisan, qui sont des bières vraiment style microbrasserie. Puis ils ont des superbes bières. J'en parlais avec Charles dans cet épisode-là notamment, mais ils m'ont gâté avec des bières sans alcool pour le mois de janvier. Puis après ça, je reçois plein de trucs. Nano IPA des vallées, petite bière légère de début de soirée, parce que moi, ici, il est 17h, mais toi, je pense, dans ton cas, il est un petit peu plus tard, Ouais, il est 23 heures, mais écoute, il n'y a à pas peine. d'heure. Déjà, il n'y a pas d'heure. Et après, bon, je me rappelle que de ce que je me rappelle de Montréal, c'est qu'il y avait aussi une consommation d'alcool qui est décalée, c'est-à-dire que vous buvez plus tôt. Ouais. Vous buvez plus tôt. Voilà, c'est surtout ça le truc. Et c'est pas un souci, hein, mais par contre, ouais, le mot microbrasserie, tu es au courant que dans l'épisode avec Charles, tu l'as prononcé 85 fois ce Oui, c'est mot. ça. Je pense Genre, que si tu avais bu à chaque fois que tu avais prononcé ce mot, tu serais ivre mort. Bon, la fin de l'épisode, ça commençait un petit peu à articuler différemment, ah, c'est bon, ça. Fait que s'il y en a qui cherchent un drinking game, le mot microbrasserie dans l'épisode 72, amusez-vous avec ça. Là, on disait tantôt, épisode 94, le 9-4, c'est un hasard total, mais ça a un lien quand même fort pour toi. Avant qu'on parle un peu de toi, de ton background de coureur, parle-moi de ton background de vie, puis pourquoi ce 9-4-là est important pour toi? ouais, en fait, le 9-4, c'est parce que côté français, on est assez chauvin déjà sur la France de manière générale, on est casse-couille avec ça, mais on est encore plus chauvin avec les départements. Et genre, nous, on se bat entre départements. Et le 9-4, bah, c'est là où j'habite. C'est le 94, c'est le Val-de-Marne. Moi, je suis collé entre Paris et Paris. Je suis une petite feuille de résistance du 9-4 qui est la proche banlieue. Et j'ai toujours vécu ici, moi j'ai toujours vécu à Paris et je fais partie des quelques ultra-trailers qui au final sont des ultra-trailers citadins. Je m'entraîne dans un bois qui s'appelle le bois de Vincennes. De ce que je connais de Montréal, il n'y a pas tellement de comparaison parce que même le Mont-Royal, il y a tellement plus de dénivelé au Mhm. Mont-Royal par rapport à ici. Moi, ici, la plus grosse côte, elle fait 23 mètres de dénivelé. Donc c'est le début de l'escalier du Mont-Royal, quoi, mais pas plus. C'est un peu la même ambiance. Mais ouais, j'ai toujours vécu là et il y a plein de gens qui me disent que je devrais partir à la montagne, etc., pour découvrir autre chose. Mais moi, j'adore continuer à vivre là où je suis, en ville. J'adore la vie parisienne, qu'elle soit les musées culturels, etc., ou nocturne, effectivement, parce qu'on a quand même le choix pour pouvoir faire la teuf. Et j'ai pas envie de partir parce que je veux garder en fait cette double vie, la vie de citadin, de petit jeune fêtard parisien, même si je commence à vieillir, et pouvoir savoir dans ma tête la semaine que le week-end, je vais me barrer en Croatie, aux Canaries, en Afrique du Sud, à La Réunion, quelque part dans les Alpes, pour courir un ultra trail. Et en fait, c'est juste avoir un petit peu cette dualité, cette double vie qui est trop, trop cool dans mon quotidien actuellement de vie, plus que dans mon quotidien de coureur, quoi. Ouais, puis avoir tes résultats dans les dernières années, on s'entend que le petit dénivelé du bois de Vincennes, ça ne doit pas être si pire parce que tu as réussi à aller cumuler du bon dénivelé en entraînement ou bien
t'es fait pour ça parce que tu arrives sur des courses avec des 10 000 mètres de dénivelé puis tu sors des grosses performances. Fait que je suppose que tu as trouvé une manière de continuer de t'entraîner en mode Paris, mais trouver du dénivelé quelque part ou faire des week-end shocks. Je sais pas comment tu arrives à accumuler du dénivelé puis t'en mettre un peu dans les jambes avant de te lancer sur un UTMB ou une diagonale. Mais ça, c'est vraiment, en fait, c'est une vraie question qui est compliquée. Déjà, ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros volume. C'est-à-dire que en termes de volume, déjà juste de distance ou horaire, je suis sur une petite semaine, c'est 160-170 km. Et en ce moment, je suis sur des semaines plus grosses. Je suis plutôt entre 200 et 250 Wow. km. Et à Paris, j'arrive quand même à trouver sur des semaines comme ça, en faisant un peu le hamster, ce que j'appelle faire le hamster. Donc, tu fais l'aller-retour dans les escaliers à Montmartre, dans ma côte, ce que j'appelle Gravel, et que je fais un V à Gravel. Et les gens ils me prennent pour un fou, hein. Mais j'arrive à taper des 1000 mètres ou des 2000 mètres. Et à la fin de la semaine, j'arrive à faire du 5 ou 6000. Quand même. Et quand tu regardes, c'est pas si ridicule par rapport à des montagnards, en fait, en termes de volumétrie. Et en horaire, ça donne entre 15 heures et 20 heures selon les semaines. Et au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que, bon, déjà, euh, là, ça fait 3 ans que je cours 2-3 heures tous les jours. Genre, c'est très, très rare qu'il y ait un jour où je ne cours pas. Donc, j'ai réussi à atteindre une régularité, un volume et une caisse. Et mon corps s'est formé, il est habitué à courir. C'est-à-dire que, limite, là, enfin, ça va être. Ah ouais, bon, je suis français, donc ça passe. Ça va être très arrogant de dire ça, mais j'aurais pu faire le podcast en courant. J'aurais pu te l'enregistrer en courant, ça n'a pas été un problème. En fait, quand je cours, je me rends même plus compte que je cours maintenant. Et, euh, et donc, il y a ça. Et donc, j'ai pu me préparer à beaucoup de volume, beaucoup de régularité, courir très longtemps, avoir une bonne vitesse de base, même si je ne suis pas non plus trop rapide. Et ça m'a permis aussi de faire les allers-retours comme ça. Je me suis habitué au fur et à mesure. Donc, j'en ai chié au départ, hein, comme tout le monde. Mais ça m'a habitué à courir en montée. C'est-à-dire que moi, Mhm. ici, les pentes, elles sont assez courtes relativement en termes de dénivelé, en termes de longueur. Donc, je les cours toutes. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'ai transposé le fait de courir ici sur des pentes qui sont beaucoup plus grandes quand je me retrouvais sur des courses ou que je partais à la montagne de manière un peu plus rare. Mais en fait, en montée, je me débrouille pas si mal et même très souvent, je me retrouve plutôt à doubler des montagnards qui, eux, vont être sur un rythme plus retenu. En revanche, donc sur le plat et sur les montées, ça se passe très bien. Mais en revanche, il y a un truc qui est intravaillable à Paris et je pense dans plein de villes qui sont plates en fait. C'est la descente. Mhm. Deux trucs, la descente et le technique, ça va très souvent ensemble. La technicité, j'ai beau faire me créer des défis, à aller chercher les pavés les plus atroces, les terrains les plus atroces à Paris. Il n'y a rien de plus atroce que la réalité de la Corse, de la Réunion, de ce que tu peux retrouver à certains endroits dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et aussi, en fait, c'est surtout sur les descentes où je j'ai pas grandi à la montagne, donc j'ai une appréhension, moi. Je peux pas me partir comme je les vois partir à 16, 17, 18 km/h en pleine descente. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas courir en descente à fond, pleine balle ou avec une belle allure sans retenue en arrière pendant 4 ou 5 ou 6 km de descente sur 1000, 1500, 2000 mètres de dénivelé négatif. Enfin, à la fin d'une descente comme ça, je le fais parce que je le fais sur mes courses, mais à la fin, moi, mes cuisses, elles sont fumées. Ouais. Alors que eux, ils peuvent continuer à gambader. Et donc, très souvent, ce qui se passe en fait sur tous les ultras, ça se passe toujours comme ça avec moi. C'est dans la montée, généralement, je gagne, je sais pas, 2, 3 places. Sur le sommet, je gagne 1 ou 2 places. Dans la descente, je repère les 5 places que j'avais gagnées. Sur le plat, je regagne 3 places. Dans la montée d'après, je regagne 3 places. Et je repère les 5 places dans la descente d'après. Et en fait, c'est au premier qui craquera. Mais donc, je cours jamais avec, quand je me retrouve avec des montagnards ou des gens qui ont voilà, plutôt cette physionomie, cette sorte d'entraînement de montagne, je me retrouve jamais à courir avec eux. Je cours à contre-temps en fait avec eux. Et c'est un peu le premier qui craque qui a perdu de manière générale. Mais et je pense que, enfin, t'es où? T'es même pas à Montréal dans mon Non, moi, souvenir. je suis à Québec. T'es à Québec? Ouais. Ah, d'ailleurs, à Québec, attends, vous avez rien fait sur le truc qui est au-dessous de merde, c'est l'hôtel, le château? Le Château Frontenac? Ouais, parce qu'il y a une bonne descente pour descendre au Vieux-Québec là. Oui, quand même. On est quand même une ville très côteuse. Tu sais, il y a la haute ville, puis la Ah ouais? basse ville, puis à certains endroits, ça a une variation de 100-120 mètres d'altitude. Fait que il y a des courses, là, il y a un défi qui est le défi des escaliers, puis tu tapes tous les escaliers. Il y a des courses organisées, mais moi, je l'ai déjà fait avec des amis pour le fun, mais il y a des côtes, il y a des escaliers, ça permet de faire un bon dénivelé. Fait que
sais, même les citadins de la région de Québec, on est chanceux, là, je veux dire, on est à 15 minutes des sentiers techniques puis des montagnes, Ouais, mais ouais. ça reste qu'un mardi soir de semaine que ça ne te tente pas de prendre ta voiture puis de te rendre dans les sentiers, ben, tu peux t'amuser à faire un bon dénivelé. Là, tu sais, il y a un truc au Québec qui s'appelle le défi Everest, puis c'est un truc caritatif où les gens s'amusent à cumuler du D+, dans des villes urbaines, puis Québec, on est choyé pour ça. Là, je veux dire, tu peux te taper un 1500 mètres à t'amuser dans les côtes en un rien de temps. Là. Il y a déjà eu des tentatives de record parce que moi à Paris, j'ai créé un truc débile Ah, comme tu ça. vrai? Je suis passé pour un fou en fait. J'ai créé un truc à Montmartre. À Montmartre, il y a un funiculaire et à gauche, il y a des marches qui sont OK. les marches. C'est l'escalier le plus touristique d'Europe, si tu veux. OK. Normalement, il est rempli de Japonais, de Chinois, d'Américains, de tout ce que tu veux, mais pas de gens qui courent. Et maintenant, il y a plein de gens qui vont s'entraîner là-bas. Mais moi, j'étais en soirée avec des potes, on buvait des bières. C'est souvent comme ça que se créent des grosses Oui, c'est conneries ça. d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, fais gaffe, hein, à tout moment ce soir, on peut créer un truc. Ah, puis en plus, Mais, c'est enregistré. Fait que là, pour ça, il y a plus de façon de s'en défiler. Là. On a comme ça qui est diffusé. Fait que, hein, advienne qui pourra. Et le truc, c'est qu'on s'est dit, ouais, ça serait bien de faire plus que l'Everest, mais dans Paris. Et après, on s'est dit, ouais, non, mais l'Everest, c'est pas drôle, c'est pas un chiffre rond, les gens, ils vont pas comprendre, ils savent même pas que c'est 8000 pour la plupart des gens. Il faudrait plutôt qu'on fasse 10 000 mètres de dénivelé. Et donc, on a commencé à regarder la topographie de Paris, on s'est rendu compte que le seul endroit qui était bien, c'était Montmartre et c'était ces escaliers-là. Et donc, on s'est dit, bon, ben, pour pouvoir faire 10 000 mètres, on avait compté une première fois de manière un peu à l'arrache, et on s'est rendu compte qu'il fallait le faire 271 fois, l'escalier. Et vu que je suis un peu. Je suis un peu un sale gosse. J'ai décidé de rendre le truc un peu plus dur, un peu comme Laz fait avec la Barclay, où je me suis dit, ben voilà, c'est trop simple s'il n'y a que ça. Bon, déjà, enfin, on pensait même pas que c'était possible. On s'est dit, on va rajouter de la difficulté. On va l'organiser toujours 2 jours après Noël. Toujours le 27 décembre, histoire que les gens, ils aient un peu de foie gras, ils aient bien bouffé, du champagne dans le ventre, qu'ils aient pas pu bien s'entraîner, qu'ils aient pas pu bien dormir. Plus, c'est le moment où il y a les fêtes, et donc c'est le moment où l'escalier, il y a énormément de touristes dedans. Plus à Paris, le 27 décembre, c'est un moment où il fait toujours une météo vraiment dégueulasse. Et donc chaque année, je l'ai organisé 3 fois, ça a duré 3 ans. La première année, je limitais à 20 places. Il y a un seul mec qui a réussi à aller au bout. Il a mis 25h12 et il a fait donc pendant 25h12 l'escalier à monter, à descendre. Il a fait 271 allers-retours. C'est le seul à avoir terminé. Tout le reste, on a tous abandonné. Et c'était drôle parce que quelques jours après, il m'envoie un SMS, il me dit par contre, ça c'est chelou parce que je pense qu'il y a un problème au niveau du dénivelé parce que ma montre, elle m'annonce beaucoup plus. Moi, je lui dis, ouais, bah, par rapport à ce que j'ai fait moi aussi, et ça m'annonce beaucoup plus. Donc, je suis retourné compter avec un vrai truc qui me mesurait l'altitude. Et j'ai fait, ah ouais, bah, en fait, on s'est légèrement trompé. On avait oublié 2 sections d'escalier. Donc, on n'a pas fait 10 000 mètres de dénivelé, on a fait 11 650 mètres de dénivelé. Et donc, au final, les années d'après, on a gardé ce 271 allers-retours. Donc, maintenant, en fait, voilà, sache qu'il y a une épreuve à Paris qui s'appelle l'Ultra Trail Montmartre. Et t'es le bienvenu d'ailleurs, si ça te dit de faire des escaliers pendant 25 heures et après de plus pouvoir marcher pendant une semaine. Mais donc, tu fais des escaliers pendant 25 heures et c'est atroce mentalement parlant. En termes de distance, c'est 11 000 mètres positifs et 11 000 mètres négatifs sur 80 km de distance. Donc le ratio, tu retrouveras ça sur aucune course. Et il n'y aura aucune course où après 12 heures de course, il commence à y avoir des touristes japonais qui font la course avec toi. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, tu as l'air d'un zombie, pourquoi tu pues. Et donc, il y a un petit truc, on a créé un truc autour de ça et ça s'est un peu développé un peu partout en France. Il y a eu plein de petites courses comme ça qui sont développées. Et justement, quand je pensais à Québec, moi j'avais le souvenir de Québec avec ces montées là qui étaient au-dessus. Et j'étais certain qu'il y avait un truc qui allait se créer là-bas, quoi. Donc, ça Ouais, mais il y m'étonnerait en pas a, qu'il. tu sais, il y a un truc à Rivière-du-Loup, une petite ville un peu plus dans l'est du Québec. Puis Yvan Lheureux, que j'ai reçu au dernier épisode, organise un truc qui est le Macadam Ultra. Puis ils prennent une côte, puis l'épreuve 12 heures, 24 heures, 48 heures, puis c'est une côte en asphalte, puis tu fais des allers-retours sans arrêt. Ah, 48 heures, c'est j'adore. interminable. Là. J'adore. C'est le même gars qui a inventé le défi Everest, qui a comme une passion dénivelée, puis toujours le fun de trouver des défis un peu fous dans un endroit où il n'y aurait pas ça. Tu sais, faire un Everesting, on en voit beaucoup essayer ces trucs-là, où tu sais, le record de dénivelé en 24 heures, puis c'est extrêmement impressionnant comme record. Ça se fait dans des environnements, tu sais, comme à montagneux, mais de trouver une côte qui est urbaine avec des marches, puis de l'asphalte, puis faire quelque chose là-dedans, Mmh. il y a de quoi de. Écoute, ça partait d'une soirée bien arrosée, puis ça donnait un beau défi. Là. Mais enfin, c'est quasiment tout le temps ça. Et en fait, moi, j'adore quand ça part d'une idée drôle ou juste d'un concept marrant.
Tu vois, moi, en ce moment, je cherche beaucoup à relier deux villes qui me donneraient un nom, un truc marrant, tu vois, voilà, qui me ferait une phrase marrante. Genre, si je pouvais trouver une ville qui s'appelait Fly Me To et l'autre The Moon, tu vois, relier Fly Me To The Moon, ça serait trop bien, tu vois. Même s'il y a 250, 300 km, je m'en fous, juste pour le jeu de mots. Je trouverais ça trop drôle. Et il y a pas mal de trucs dans. Et justement, et c'est un truc que j'ai adoré et qui m'a fait aimer, je pense, je vais dire le trail, même si ça, c'est pas tellement du trail, c'est plutôt, on pourrait parler, je sais pas, d'ultra endurance ou de, ah, c'est de l'ultra endurance, si, parce qu'il y a quand même un peu de dénivelé. Et du trail, c'est plus différent. Parce que c'est souvent pas de la course nature. Ouais. Mais j'ai toujours aimé ce côté, genre, on se prend pas la tête. On fait des défis physiques qui, effectivement, et dans la réalité, sportivement parlant, sont incroyables. Mais c'est fait avec humour ou avec un petit truc qui te glitch à la fin. Et c'est pour ça que je fais encore, je pense, du trail, parce qu'il y a encore des trucs que je trouve drôles. Même si j'ai complètement aussi basculé sur la partie compète, les 100 miles avec 10 000 de dénivelé, qui me font rêver parce que je trouve ça aussi marrant d'aller jouer avec l'élite internationale de ce sport, quoi. Ah oui. Donc, Mais je pense faut que garder un peu des deux, quoi. ouais, puis je pense que ce rapport-là a des défis un peu fous qui frappent l'imaginaire puis qui, justement, paraissent un peu absurdes, mais qui sont une épreuve physique extrêmement difficile. Ben, c'est de quoi qui est aussi présent des deux côtés de l'Atlantique. Je te rassure, ici, il y a plein de coureurs, de coureuses qui sont lancés dans des défis. Surtout dans la pandémie, là, plus de dossard, les gens se sont mis à s'inventer des défis. Puis il y avait les défis, je veux dire, de base, là, de relier deux trucs, faire un 80 km. Puis il y avait les défis un peu absurdes, puis il y a eu de tout. Puis au moment où l'épisode va être diffusé, il va y avoir une gang de gars qui vont tenter le tour de l'île d'Orléans, Québec. Tous des gars qui ont eu le FKT, le FKT à un moment ou à un autre, puis ils se sont mis ensemble. Donc Jeff Cochon, Charles Castonguay dans l'épisode que tu as Mhm. écouté. Guillaume Barry, qui est un des meilleurs coureurs en ce moment au Québec. Julien Lachance aussi, qui sont lancés sur le tour de l'île d'Orléans, qui est une île mythique en plein centre du Saint-Laurent. Puis c'est un tour de 67 km où tu te prends 30 km de vent de face, 30 km de vent de dos, puis ils vont rouler ça à 4 minutes flat du kilomètre. Complètement fou. Non, mais en fait, et c'est pas plus mal. Enfin, moi, j'ai trouvé que je sais pas comment il y a eu un confinement Ouais. global chez vous. Pas, Ouais. je pense qu'en France, il y a un moment où vous aviez une limite de kilomètres de distance de chez vous. Nous, il n'y a jamais Ouais. eu ça, mais il y a quand même eu un Ah, moment où c'était mal vu d'aller dans les sentiers parce que si tu te pétais la cheville, tu te rendais à l'hôpital, tu sais, je veux dire, il y avait comme cette espèce de jugement-là de dire on va aller embourber le système de santé. Mais officiellement, on n'a jamais eu d'interdiction de pratiquer du sport, mais ok. c'était très limité. La course était un des seuls qu'on pouvait encore pratiquer, hein. Nous, ça a été très très limité au sens où ben, on avait le droit de sortir de chez nous qu'à 1 kilomètre. Il fallait qu'on se signe un papier pour s'autoriser nous-mêmes à sortir. Enfin, c'est là, tu vois, la magie administrative de la France. Et, et, euh, et surtout, en fait, on n'avait pas le droit, en tout cas à Paris, on n'avait pas le droit de courir après 9 h du matin et avant 19 h. Donc, tu avais tous les gens qui couraient de 8 à 9 h et tous les gens qui couraient de 19 à 20. Et par contre, c'était la folie à ce moment-là parce que tu avais juste tout le monde qui sortait courir. Et ce que j'ai trouvé trop bien, c'est qu'à ce moment-là, il y avait plein de gens qui connaissaient pas la course à pied. Qui s'y ont mis à ce moment-là et on voyait plein de gens, tu vois, avec des woodies géniaux, avec des jogging improbables qui couraient à côté de moi avec mon petit t-shirt Salomon, mon truc, mon sac et tout de pro. Et on s'est tous retrouvés là-dedans. Et après, il y a eu beaucoup de déconnades chez nous aussi, au sens où il y a eu plein de mecs qui se sont lancés dans faire l'Everest dans la cage d'escalier, faire un marathon sous le balcon. Moi, je me suis fait prêter un tapis de course par un voisin et je suis parti dans un délire. J'avais plus rien à faire, j'étais en chômage partiel. Donc mes journées, j'avais sincèrement rien à faire. J'ai installé mon tapis de course, je me suis mis un écran tactile avec YouTube et je regardais des rediffusions du Tour de France, toutes les vidéos. J'ai fini YouTube d'ailleurs pendant ça. Et en fait, le truc, il avait sa vitesse max à 14 km/h. Je le mettais à 14 km/h et je faisais 50 bandes par jour, tous les jours. Et en fait, tu te dis, à la fin du truc, j'ai fait 2500 km. Donc, j'ai fait Paris-Moscou, mais dans mon salon, en face d'un mur blanc. Et là, tu relativises des trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et on a tous eu des trucs comme ça. Et au final, moi, je trouve que ça a apporté pas mal de. Même si au final, c'était. Voilà, on a un peu regardé les gens en mode, ouais, vous faites quand même des trucs débiles là. Ça a apporté un peu de fun dans ce moment qu'il n'était pas trop. Et ça a permis de mettre pas mal de gens au sport, j'ai trouvé. Ouais. Et les 2 années d'après, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de primo-accédants, que ce soit à la course à pied de manière générale, sur route, ou même dans le trail, j'ai trouvé pas mal de gens qui m'ont dit, ouais, ben moi j'ai commencé en fait en 2020 pendant la Covid et j'ai continué après d'ailleurs. Donc c'était peut-être un mal pour un bien là-dessus. Non, c'est ça, ça a réussi à être positif.
Là, moi, j'ai une question vraiment importante, parce que là, on parle de casquette verte, mais ça vient de où, casquette verte? Tu as commencé la course, puis tu sais, je sais que tu l'as raconté à d'autres micros, je ne vais pas te faire répéter, mais les débuts en course à pied, puis la progression, mais surtout, à quel moment, bon, casquette verte est devenu ce que c'est aujourd'hui? Bah, en fait, ça date de un peu avant. Et même, je vais pas dire que tout a commencé à Montréal, mais presque, parce qu'en fait, j'y pense. Quand j'habitais à Montréal, j'étais en train de bosser sur le projet de, je sais pas si vous avez ça, des BDE, peut-être que vous appelez ça autrement. C'est des associations étudiantes qui organisent des soirées pour les écoles et les OK. voyages au ski, etc. Et donc, il y a des élections pour pouvoir devenir président avec ton équipe de ce type d'association. Et j'avais commencé à le bosser à Montréal, c'est drôle. Et en revenant de mon échange à Concordia, quand je suis revenu en France, donc j'ai été élu président du BDE. On a fait toute une année, on a fait la teuf comme jamais j'ai fait la teuf. Et à la fin de l'année, tu organises un week-end d'intégration, donc un week-end où tu prends les premières années qui vont arriver et tu leur fais faire la teuf. Et on les met, en fait, c'était 300 étudiants, on les met dans des cars. Les cars ont chacun une couleur et on les stuff avec un t-shirt de la couleur du bus, une casquette et des lunettes de soleil, quoi. Et tout ce matos-là, généralement, la logistique, elle est faite chez le président. Donc, on achète tout en 2 fois trop qu'il faut. Et donc, je me retrouvais, après ma vie étudiante, je me suis retrouvé chez moi avec des quantités de t-shirts et de casquettes à pas savoir quoi en faire. Et donc, après mon école de commerce, et alors que j'avais un physique déplorable, c'est-à-dire que je faisais plus de sport plus de 5 ans, quoi. Je faisais mon temps à passer à bouffer mal sur la junk food. Et je passais mon temps, j'étais un gros fumeur encore à l'époque. Et je faisais plus du tout de sport. Donc j'ai eu envie de me remettre au sport quand j'ai commencé à taffer. Et je te fais l'histoire longue. C'est parfait, on a le temps. Et au taf, en fait, je me suis dit, bon, bah, tu vas faire quoi? Regarde les sports que tu as déjà fait. J'avais fait pas mal de skateboard. Et le truc, c'est que je me rappelais du skateboard, je me rappelais des 6 premiers mois, de la première année, des 2 premières années, à quel point tu passes plus de temps par terre que Mhm. sur ta board, que tu passes plus de temps à te faire mal. Et je me suis dit, ça y est, à 23 ans, je m'étais dit, t'es trop vieux. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit, 22, 23 ans, t'es trop vieux, fais pas ça. Après, j'ai voulu me remettre au handball et je suis allé dans mon ancien club et ils m'ont dit, ouais, alors les entraînements, c'est le mardi soir à 22 h, le jeudi à 21 h et un samedi sur deux, tu dois aller à 200 km ou 500 km de chez toi pour aller jouer un match contre une équipe dont voilà, tu les reverras jamais dans ta vie. Donc j'ai dit non. Et ce qui s'est trouvé, c'est que j'avais un mec au taf qui s'appelle Ronald, qui avait 40-45 ans, 3 enfants, père de famille, qui en gros le lundi matin, tu vois, à la machine à café, il se la pétait un peu en disant ouais, ce week-end j'ai couru 25 ou 30 km dans la forêt de Fontainebleau parce que je prépare un 80 km dans 2 semaines. Ça s'appelle les Cotterelles de Paris. Et moi, je croyais que c'était un mytho à la base, en fait. Je croyais que c'était un menteur parce que je ne pensais même pas que ça existait, cette distance-là, tu vois. Je savais qu'une fois par an, à la télé française, on voyait un dimanche matin, à la place des dessins animés, il y avait le marathon de Paris qui était filmé et je savais qu'il y avait un truc qui se pourrait de 42 km. J'avais vaguement lu l'histoire athénienne du délire. Mais pour moi, c'était le max que l'humain pouvait faire, quoi. Et donc, ce mec-là me disait que non. Et à fur et à mesure de parler avec lui, il m'a dit bah, viens, je t'amène courir. On habitait à côté dans le bois de Vincennes. Il m'a amené courir et c'était atroce. Et c'était atroce parce que j'avais un physique déplorable, parce que j'avais complètement arrêté le sport depuis des années. Et là, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont sorti mes toutes premières sorties que j'avais aussi enregistrées au final avec Strava. Et ils les ont sortis. J'ai vu une des premières sorties, je fais 2,6 km. C'est quand même une sortie très très longue. Et c'est magnifique parce que je pars, je fais 1,3 km. Tu vois que déjà, je suis sur une allure qui était qui est très bien pour l'époque et tout. C'est bien parce que j'étais motivé, mais c'est déplorable. Et tu vois que je sais que, en fait, je vois que l'endroit où je fais demi-tour, c'est un endroit où ça devenait un léger faux plat. Et donc, tu vois que je suis rentré et j'ai le souvenir que toutes les premières fois où je suis rentré, j'ai posé mes chaussures, je les ai foutues dans un coin et je me suis dit, plus jamais je fais ce truc-là, c'est naze, ça sert à rien, la course à pied, c'est que de la souffrance. J'appelais mes potes, on est retourné boire des bières. Et petit à petit, au final, il m'a continué à m'amener, il a été assez persévérant là-dessus. Et je me suis un peu pris au jeu de me dire, bah, tiens, ça serait cool de pouvoir dire plus tard à tes petits-enfants que papy, il a fait un semi-marathon ou qu'il a fait un marathon. Au début, c'était un semi. Et donc, je me suis un peu entraîné pour faire le semi. Et tu sais, il y a ces premières fois où tu dépasses pour la première fois tes 10 km. J'ai mis, je sais pas, 2 ou 3 mois à dépasser 10 km. Et c'était ce jour-là, tu sais, c'était pas, j'envoyais un SMS à toute ma famille pour le dire, mais presque, quoi. Ouais, c'est ça, il y a une fierté quand même, là.
Ouais, c'était un truc, c'était clairement un truc. Et puis après, derrière, ben, je suis parti sur le semi-marathon, j'en ai chié. Quand tu regardes les photos, je suis stuffé comme si j'allais courir à peu près un 300 miles. Mais non, parce que c'est un 20 km dans Paris, où tu vois, genre, s'il y a le moindre problème, quand même, bon, tu peux, t'es en sécurité. Et une fois que j'avais fait ça, après, je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer. Après, j'ai toujours eu en fait ce truc de j'ai scrappé l'histoire de casquette verte. Bah, je te l'ai raconté juste après, mais j'ai eu ce truc de Forrest Gump où tu le vois courir, tu le vois, il arrive au bout d'une jetée à la mer, au bout, et tu te dis, bon, bah, il va s'arrêter. C'est à ce moment-là qu'il s'arrête, il a fini son délire. Et il se dit une phrase que, au final, j'ai toujours eu en tête dès le début et que j'ai toujours en tête vraiment au quotidien. Il dit, puisque je suis déjà allé aussi loin, pourquoi pas continuer? Mhm. Genre, c'est un mood, tu vois, c'est pas la citation de l'année, mais c'est juste un mood que je trouve assez vrai. Putain, t'as déjà fait tout ça. Genre, pourquoi t'arrêter maintenant alors que, en gros, vu le chemin que t'as fait, maintenant, c'est que du kiff et tu vas encore découvrir pas mal d'autres trucs et t'as pas encore fini le chemin, quoi. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que je découvre et que la map qui se court, elle est grande. Et donc bah, moi, j'ai découvert la course à pied au final un petit peu comme ça, petit à petit, avec d'abord bah, un semi-marathon, un marathon, et après, j'ai basculé sur des distances petit à petit plus longues, même si ça a été très vite, des distances plus branchées ultra, parce que très vite, je suis tombé dans la marmite, quoi. Oui, mais c'est souvent ça l'ultra. Hein, on dirait que tu te dis, je fixe l'objectif aux 80 km, aux 50 miles, puis là, tu le fais, puis tu n'es jamais satisfait de te dire, OK, ben, j'ai atteint mon objectif, je peux changer de sport, je peux me mettre à faire du vélo. C'est comme à chaque fois que tu atteins ton objectif, c'est une ouverture de possible, puis on dirait que le nombre de possibles vient d'augmenter, puis tu fais un 100 miles, puis là, tu te dis, bon, ben, what's next? Est-ce que je fais un plus grand 100 miles? Est-ce que j'allonge les distances? Est-ce que je reste dans ça? Mais on dirait que c'est le trait commun entre plein de coureurs, coureuses d'ultra. C'est chaque fois que tu atteins un objectif que tu pensais être comme la dernière étape de ton parcours de course, tu es comme, bon, ben, là, je l'ai fait. Fait que, what's next? Ça va être quoi le Mm. prochain défi, là? Moi, ce que j'ai toujours trouvé trop bien, en fait, c'était ce moment où je découvrais quelque chose que j'avais même pas conscience qu'il existait à la Ouais. base, du style, voilà, quand je suis passé du marathon j'ai fait deux ou trois trucs qui sont la Saint-Élion, qui est assez connu en France, les Templiers, Ouais. les Cotterelles de Paris. Voilà, j'ai fait trois des 70-80 km. Et déjà, ça, je me disais que c'était impossible. Donc, déjà, tu réalises cet impossible que tu avais à ce moment-là. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il existait l'Ultra Trail. Et la même chose, mais en version montagne. Et j'ai vu l'UTMB, j'ai vu la Diagonale des Fous, j'ai commencé à tomber sur des reportages et je me suis dit, ok, mais donc ça, c'est vraiment eux. Enfin, moi, là, déjà, c'est formidable ce que j'ai réussi à faire. J'aurais jamais pensé pouvoir faire des 80 km, mais eux, c'est vraiment des extraterrestres. Et encore plus, là, les élites, les Kylian, les mecs qui font ça en moins de 30 heures, c'est totalement fou, c'est impossible. J'y arriverai jamais. Et généralement, moi, je sais que quand je me dis, quand je découvre quelque chose et que je me dis que c'est impossible et j'y arrive jamais, généralement, dans le quart de seconde d'après, je me dis, bah, attends, si c'est impossible, il faut essayer, il faut C'est absolument ça. essayer, juste pour voir si c'est vraiment impossible, quoi. Et c'est pas non plus après, tu vois, genre un but obstiné et tu fonces dessus comme un idiot, genre il faut que je réalise, il faut que je réalise, il faut que je réalise pour que ma vie soit cool et que je réalise mon but. C'est plutôt dans l'idée de, tu vas très certainement échouer, mais vas-y, teste, quoi. Et c'est pas grave d'échouer, mais vas-y, teste. Et le défaut, c'est que assez souvent, moi je me suis lancé dans ces trucs-là, et même, je vais pas dire 100% des cas, mais presque, je me suis retrouvé dans la position de le truc qui me paraissait impossible. euh, Mon premier 100 miles, c'est la Diagonale des Fous. Après 2 ans et demi de course à pied, quoi. Et je me rappelle quand je suis au départ de la Diagonale des Fous, je me rappellerai toujours de ce moment-là. Je suis à la ligne de départ, je suis pas très loin, j'avais réussi à me faufiler, j'étais pas très très loin des élites. Je me tourne vers la gauche, il y a un mec, je le vois ultra stressé, il est plus vieux. Moi, j'ai 24-25 ans, donc j'étais un des plus jeunes de la course à ce moment-là. Et je me tourne vers lui et je le vois, il est stressé, il met ses écouteurs, etc. Et je lui dis, ça va et tout, c'est ta première? Il me fait, ah non, c'est ma troisième, j'ai abandonné 2 fois. Je lui dis, ouais, bah, enfin, il t'est arrivé des galères. Il me fait, non, non, mais c'est normal d'abandonner. Là, je vis 50 heures. Tu sais, et moi, je me disais, putain, mais non, mais je vais pas partir courir 48 heures. Avant, le plus long que j'avais fait, c'était 2 mois plus tôt. J'avais fait la CCC, j'avais couru 15 heures et déjà, ça m'avait perdu une éternité. Et à ce moment-là, j'ai relativisé de putain, mais tu te lances vraiment dans l'impossible. Et puis après, une fois que le top départ était donné,
bah, tu l'oublies, c'est impossible et tu te dis, bon, ben voilà, essaie de le réaliser, quoi. Et première année, première ultra, je fais la diag, ça se passe, ouais, c'est très dur et je prends la claque de ma vie et je reprendrai une claque à chaque fois, je referai la diagonale derrière, mais, euh, mais je ressors quand même, je fais un top 100 et je fais 33 heures et à ce moment-là, je me dis, merde, le truc qui te paraissait impossible, bah, tu as réussi à le faire sans non plus te gâcher ta life et en changeant trop ton mode de vie et tu t'es pas, voilà, tu t'es pas devenu un bourreau d'entraînement, tu t'es pas désociabilisé. Et en plus, apparemment, tu n'es pas si mauvais que ça parce que tu fais un top 100, quoi. Donc, bah, puisque tu es arrivé jusqu'à là, pourquoi pas continuer? Ah Et oui. alors là, à partir de là, c'est parti complètement en vrille. Là, là je Ben, je suis trouve ça parti sur intéressant des trains tout le temps. ce que tu dis quand on regarde ton parcours, quand on regarde un peu ce que tu propages comme message à travers ton entraînement, à travers ta pratique du sport. Quand tu dis j'ai réussi à terminer la Diagonale des Fous dans un temps qui me surprend moi-même, tout en conservant ma vie sociale, tout en ne changeant pas du tout au tout, parce qu'il y a ça aussi, tu t'imagines, quand tu es de loin que les ultra-trailers, les gens qui courent des 160 km, ils ont une vie de moine, puis je veux dire, puis j'ai l'impression que c'est le contraire. On dirait que quand tu passes du marathon à l'ultramarathon, les habitudes de vie, je veux dire pas les habitudes de vie, mais les pratiques et tout, ça drop un peu. Puis moi, je connais plein d'excellents coureurs qui, je veux dire, sont pas sur une discipline de moine qui calculent leurs calories et tout, versus des gens dans mon entourage qui sont peut-être plus dans le marathon, dans la performance. Eux sont très dans cette performance-là, puis dans ce calcul-là, alors que j'ai l'impression que le trail comme sport est un peu à l'image de, ben, on se donne dans les sentiers, tu sais, on se torche, là, je veux dire, physiquement, mais après, on le fait parce que la bière d'après va être bonne, puis je veux dire, le burger d'après-course, c'est toujours satisfaisant. Puis on dirait qu'il y a ce côté-là un peu décontracté, sociable, festif qui se colle à nos types d'événements. Tu finis ta course, puis on te donne un verre à bière. Je veux dire, en arrière de moi, je veux dire, j'ai plus de bocs du Québec Mega Trail, puis de courses que de médailles physiques. Mais toi, c'est important pour toi de se dire, je peux continuer à faire cette pratique-là du sport, de pousser mes limites, mais tout en conservant un rythme de vie qui te plaît, vraisemblablement. Ouais, ça aurait pas été chill, ça aurait pas été fun, ça aurait pas été dans un état d'esprit un peu comme ça, pas prise de tête. En fait, j'aurais déjà arrêté. Casquette verte, il n'existerait même pas, quoi. Réellement, réellement, hein. C'est ce que j'ai trouvé de cool dans ce sport et c'est un truc où ça m'a rappelé un petit peu quand je faisais du skateboard, où ça peut paraître étonnant, mais le skate, c'est un sport qui est super, qui demande en fait de l'endurance, mais de Mhm. l'endurance, je vais dire mentale. Bon, il y a la partie physique, etc., mais de l'endurance mentale parce que pour réussir à placer un flip, il faut l'avoir loupé 2000 fois avant. Il faut s'être cassé la gueule, s'être brisé le poignet au moins 3 fois pour pouvoir commencer à réellement enfin, maîtriser ce sport. Parce qu'au final, tout ce que tu aimes faire, c'est l'entraînement, c'est ne pas réussir tous les jours pour peut-être réussir une fois ton flip sur les Ouais. 2000 où tu l'as loupé. Et je trouve que le trail et l'ultra, il y a un petit peu de ça, quoi. Il y a un peu de symbole de persévérance absolue. Et ce qu'on aime, c'est aller à l'entraînement. Et parfois, même la course, ça n'a pas plus d'intérêt que au final, remercier les 1000 heures d'entraînement que tu as eu avant. Je trouve qu'il y a pas mal de ça. Et aussi, autour du skate, il y a toute cette ambiance de chill, peut-être un peu plus il y a le rapport à la sape, aux fringues qui est différente, mais, euh, mais t'as ta canette de bière, t'as le mec bizarre qui a les cheveux longs, t'as l'autre qui aime bien skater du torse nu, t'as des nanas, t'as des mecs, tout le monde échange. Il n'y a pas tellement quand tu fais du skate, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a pas un ouvrier ou un PDG ou un cadre supérieur. Ça se lisse complètement, et ça, je l'ai retrouvé aussi totalement dans le trail, Ouais. où ben, quand tu es dans la merde, tout le monde est au même niveau. Et au final, généralement, les gens qui aiment se mettre dans la merde, ils le font avec le sourire. Et quand tu partages la même merde avec le sourire, ça crée des liens très très forts. Et c'est ce que j'ai adoré au tout début. Maintenant, je me retrouve seul en course, donc c'est un autre délire. Mais au tout début, j'ai rencontré des mecs qui avaient 20 ans de plus que moi. J'ai passé peut-être 5 ou 6 heures ou 7 heures avec eux sur la diagonale. Eux, ils ont croisé un petit jeune. Et là, le petit, là, qu'est-ce que tu fais dans la montagne, toi? Allez, viens, je t'amène. Et puis à la fin, au bout de 4-5 heures, je connaissais le prénom de ses enfants, qu'est-ce qu'ils allaient avoir à leur anniversaire, quand c'est qu'il avait demandé sa femme au mariage où c'est qu'ils sont allés en voyage de noces, qu'est-ce qu'ils allaient faire aux prochaines vacances. Et je connaissais toute leur vie. Et tu as créé un lien fort avec des mecs. Ça a duré 6 ou 7 heures. Et il n'y a pas beaucoup de sports où tu peux faire ça, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc vraiment, 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 c'est plus un. Certes, c'est un sport et
maintenant, avec le niveau que j'ai atteint, je me rends de plus en plus compte à quel point c'est un sport, mais il y a tellement ce mood qui est la base. Et, euh, et quand tu es dans le peloton, quand tu es à l'arrière de la course, à l'arrière du peloton, dans le peloton et même à l'avant du peloton, mais que tu n'es pas encore dans la tête de course, il y a ce mood d'entraide que je trouve 1000 fois trop cool et 1000 fois trop agréable que je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver dans un autre sport, quoi. Ouais. Et après, ça devient différent quand tu es à l'avant de course, où là, effectivement, on est un peu plus dans la compète, mais même si on est dans la compète, je sais qu'il y a plein de moments où, je sais pas, il y a un mec qui tombe, tu le ramasses, tu t'aides. Moi, à chaque fois que je double quelqu'un ou que je me fais doubler, on se demande toujours si ça va, si on a besoin d'eau, de trucs. Enfin, il y a une ambiance d'entraide. Et puis, il y a aussi le fait que moi, ça m'est arrivé de partir et de faire des courses où, sur la diagonale des Fous, pendant 30 bornes, je suis avec Ludovic Pomeray et Dylan Bowman. Au 110e kilomètre, j'ai des crampes, je suis au milieu d'une rivière, je me suis bloqué sur un caillou, j'ai Dylan Bowman qui arrive dans la rivière et qui me masse la cuisse. Et j'ai vraiment, genre, je sais pas, c'est comme si tu étais sur un terrain de foot, Ouais. que tu tapais un foot et qu'il y avait, bon, je vais citer que des joueurs français parce que je connais pas les Canadiens, mais, Moi non mais plus. c'est comme. Très bon. Et que tu avais, je sais pas, Mbappé, Beckham et Zidane qui s'arrêtaient pour te demander Ah si oui. ça va. Tu peux pas faire des passes avec Beckham, même si tu es très bon au foot, il faut être plus que très bon pour pouvoir participer au même sport qu'eux, au même temps qu'eux et partager avec eux. En ultra trail, en m'inscrivant à une course, je peux partir sur la même ligne de départ et j'ai les mêmes chances que le meilleur de la discipline. Et je ne sais pas si on va réussir à le garder, ce truc-là, mais c'est formidable à vivre en tout cas. Ouais, tu parlais de l'entraide dans le peloton, dans le pack, mais je pense même qu'en tête de course, oui, il y a peut-être moins ce côté-là, discussion pendant la course, plus l'aspect compétition. Ça demeure qu'il y a une entraide puis il y a un esprit sportif qui se compare pas ou peu à d'autres sports. Je veux dire, des gens, tu parlais de la Diagonale des Fous de Ludovic Pomeray cette année, il a terminé main dans la main avec un autre gars. On voit pas ça dans beaucoup de sports, des deux hommes qui courent ensemble, qui se rendent compte qu'ils ont passé un assez long moment ensemble, puis de se dire, ben, tant qu'à racer le dernier 10 km, on va finir main dans la main. Puis l'organisation qui va regarder les chronos, puis même s'il y a 1 centième de seconde de différence, ils vont l'ajuster pour qu'il y ait vraiment un ex-aequo. Juste ça, c'est un bon exemple. Puis peu importe que ce soit en tête de course ou en arrière de course, ça reste que la plupart des courses, je sais pas si c'est le cas en France, mais au Québec, tu regardes les règlements, puis la règle numéro 1 à l'intérieur de la course, c'est si tu vois quelqu'un dans le besoin, tu l'aides. Tu lâches ta course, fuck tes résultats, fuck ton chrono, tu prends le temps de l'aider, puis c'est Dylan Bowman qui te masse le mollet. Tu sais, dans tous les cas, il y a ça qui est là, qui est l'entraide et la règle numéro 1, ou en tout cas dans les règles importantes. Tu sais, si tu respectes pas ça, tu peux être disqualifié de ta course. Tu sais. Ouais, mais Fait que c'est ça marrant parce que je pense démontre que tout l'esprit sportif qui est dans notre sport, là. je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de la marquer en fait, étonnamment. Tu sais, Ouais. genre, en fait, elle est marquée, mais il n'y aurait même pas besoin de la Mhm. marquer parce qu'elle est appliquée. Ouais. Et ah ouais, non, est-ce qu'il y a d'autres sports? Je réfléchis, mais non, j'en vois pas trop. Mais après, c'est peut-être le milieu dans lequel évolue qui fait ça. Ouais. Ouais, c'est le milieu, non, et c'est peut-être la longueur du sport aussi. Parce que je connais pas de sport qui. Je connais pas de sport où le gagnant il met 24 heures. Non, c'est ça. Genre, à part les 24 heures du Mans ou les courses automobiles qui durent 24 heures, mais j'en connais Ouais. pas d'autres, quoi. Pas la J'en même connais affaire. pas d'autres. À quel moment tu disais que tu étais dans le peloton puis tu jasais avec les gens? À quel moment tu as senti qu'il y a eu cette transition-là puis que tu étais rendu maintenant dans l'esprit un peu plus compétitif du sport? À quel moment tu as compris, OK, je peux me battre pour la première position ou pour des podiums? Puis comment ça a changé ta perspective du sport? La diagonale, ça a beaucoup fait pour ça, de me Ouais. dire que je pouvais faire top 100 sur ce que je considérais et ce qu'on considère. En fait, moi, j'ai mis la diagonale sur un piédestal et je considère que c'est la plus grande course au monde, même si, tu vois, j'ai pu faire 2 fois l'UTMB. Pour moi, il y a la diagonale et il y a les autres courses après. Mhm. Et donc ça m'a marqué peut-être que tu peux faire un truc dans ce sport-là. Et je sais plus, il est dans l'année suivante, dans mon souvenir. En 2018, je gagne ma première course dans les Alpes où j'arrive, je suis le petit Parisien inconnu au bataillon. Il n'y a que des mecs du coin. C'est une course 60 km, mais avec 3000 ou 4000 de dénivelé. Donc voilà, quand même assez montagne. Et j'ai le souvenir que on part, il fait encore nuit. On fait peut-être 150 mètres dans le village et puis après on attaque, on fait plus 1000. Je sais que à la fin des 150 mètres du village, j'étais déjà premier. Et en sortant du village, je me suis dit, t'es premier, tu le restes. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à bien à aimer ça. Et c'est un truc qui est venu à moi plus qu'une volonté de départ. C'est-à-dire, je suis pas arrivé sur la course en me disant, il faut que tu gagnes. Mais une fois que j'étais premier, je me suis dit, pourquoi pas le rester, quoi, tu Oui, c'est vois. ça. Et j'ai remarqué un truc, ça c'est un truc incroyable. Il y a que en étant premier à un moment dans une course où tu peux te rendre compte, ou sinon en étant au podium, ou dans un top 5 ou dans un top 10. Mais il y a un bonus.
surnaturel, comme quand tu es dans Mario Kart et le premier, avec l'algorithme, c'est lui qui se prend tout dans la gueule. Bah là, c'est un peu l'inverse. C'est quand tu es premier, certes, tu as peut-être plus de pression, etc. Mais tes jambes courent mieux. Tes jambes courent mieux parce que tu as envie de rester premier, parce que tu as un peu ce truc qui se crée en toi de dire attends, je vais passer la ligne en premier, c'est trop bien. Et ouais, en fait, toute cette course, je la passe en tête et je sais que je peux au premier ravito, j'ai 1 heure d'avance, au deuxième, j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure. Et à l'arrivée, j'ai 1 heure ou 1 heure et demie d'avance. Et là, je me suis dit, ouais, bon, ouais, t'es premier et t'as 1 heure et demie d'avance sur le deuxième. Et le troisième, il est encore 20 minutes derrière. Enfin, ok, donc là, tu commences à peut-être pouvoir jouer et t'es un petit Parisien à la montagne. Genre, le mec qui m'a tendu le micro ce jour-là, il m'a dit, et toi, tu nous viens d'où? Tu nous viens de Chambéry, d'Albertville? Non, non, moi j'habite dans le 9-4. Moi, là où je m'entraîne, c'est une côte de 23 mètres de dénivelé. Et donc après, il y a un peu ce personnage qui s'est créé du petit Parisien à la montagne où j'aimais bien les taquiner parce que eux, ils me snobaient d'une certaine Ouais. manière en disant coureur des villes, là, attends, t'es mignon, mais laisse passer les grands, quoi. Et, euh, et, euh, et d'arriver et de un peu, on va pas dire fermer des bouches parce que c'est pas ça, mais de Ouais, dire, un bah, peu quand regardez, même, ouais. on arrive quand même à faire quelque chose. Et finalement, très rapidement, c'est accepté et c'est respecté. Et une fois que c'est rentré dans les mœurs, voilà, tu fais partie de la famille et eux, ils font partie de la famille. C'est-à-dire que moi, quand ils viennent à Paris, je les tolère aussi, quoi. Ben oui. Euh, Puis est-ce que c'est dans ce moment-là que Casquette Verte est arrivé? En fait, le personnage, il s'est créé un peu avant. En fait, c'est pas le personnage, il s'est créé au fur et à mesure, mais à la base, c'était donc ce truc où j'avais mes casquettes dans ma cave qui traînaient. Et je pense que j'avais relié la course à pied avec le fait de porter une casquette à cause de Forrest Gump. Je Mhm. pense que je l'avais relié à ça. Lui, elle était rouge et moi, je sais pas, j'ai pris le premier carton qui était ouvert, elle était verte. Et j'ai commencé à la mettre et je suis parti courir. Et au tout début, en fait, ce que je faisais, c'était un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, c'était il y a 7 ans maintenant, 6 ans, 7 ans, 7 ans. À la fin de mes 8 km courus en 1 heure, fièrement, je pouvais prendre un selfie tout transpirant avec la vitesse, le truc et le machin en bas. Et je balançais ça sur les réseaux. Et j'avais une pote qui, à ce moment-là, en gros, m'a dit, au bout du troisième poste, au bout de la troisième sortie, de la deuxième semaine, elle m'a dit, ouais, bon, c'est chiant, là. Enfin, t'es relou, ça sert à rien. Arrête, t'es un gros beauf, arrête. Et je sais pas pourquoi, le lendemain, je suis parti courir et moi, je restais quand même fier. Je sais pas, j'avais fait 8 km 5, j'étais trop content et je voulais le partager. Et c'était un peu cette époque sur les réseaux sociaux où on se rendait pas compte qu'on pouvait, en fait, on partageait beaucoup, en tout cas à l'époque. Ouais, C'est-à-dire que vraiment, on mangeait un yaourt, on le disait, quoi. ouais, ouais. Et elle était peut-être déjà en avance sur le temps. Et moi, le lendemain, en fait, je sais pas, j'ai posé, je me rappelle pas de l'endroit, il faut que je le retrouve, mais j'ai posé ma casquette par terre en me disant, bah, tiens, tu vas la prendre en photo et personne peut en vouloir à une casquette. Genre, ça n'a aucun sens d'en vouloir à une casquette. Et donc, ça a commencé comme ça, en lui disant, bah voilà, tu peux pas en vouloir à une casquette maintenant, quoi. Et petit à petit, ça a évolué. Et puis, vu que je le portais tout le temps et que c'est devenu un peu un gris-gris, au point où ça m'arrivait de partir courir et de pas l'avoir et de rentrer chez moi et de la reprendre pour pouvoir repartir, bah, c'est devenu un gris-gris. Puis après, j'ai commencé à écrire des récits de course qui étaient à la base pour mes grands-parents, pour leur expliquer ce que je faisais, parce que pour eux, c'était incompréhensible. Si tu veux, mon grand-père, quand je lui expliquais que je courais de Saint-Étienne à Lyon et que ça faisait 80 km en pleine nuit, qu'il neigeait, qu'il faisait -3 degrés dans la boue et que je payais pour ça, il me Je comprenais disait. pas. Ouais, il comprenait pas le concept. Il disait, ben nous, tu vois, nous, on a fait la guerre. Nous, on a fait la guerre. Pourquoi Ouais. tu t'infliges ça, quoi? En perspective, c'est sûr que la comparaison est moins forte, hein? Exactement. Et non, et donc j'avais besoin de le raconter. Je l'avais raconté sur un blog pour que ça soit facilement accessible par mes grands-parents. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça intéressait plein de gens. Et là, en fait, ce personnage de Cascade Verte s'est créé. Et puis, je l'ai gardé. Et puis après, il y a les résultats qui ont commencé à arriver. Et puis, moi, ça me permettait justement de pouvoir dire ce que je veux, d'avoir ce pseudonymat sur Internet où en continuant à me dire personne ne peut en vouloir une casquette verte, même s'il est arrogant, parisien, etc. Et peut-être voilà, de ne pas suivre les préceptes, les méthodes d'entraînement, faire comme il veut, lui, ce casquette verte-là. Et ça restait derrière casquette verte, c'était pas Alexandre Bouchex Mhm. qui se prenait. Parce qu'au début, ça a été un peu violent, tous les gens qui m'expliquaient, grosso modo, qui arrivaient, qui m'expliquaient comment il fallait courir, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, ça m'insupportait parce que j'ai toujours été en mode attends, mec, 2 secondes. Donc là, je suis en train de courir la diagonale des fous. Et toi, là, donc tu es sur ton canapé, assis, et tu es en train de m'expliquer comment la courir, c'est ça? Et j'ai toujours eu du mal avec ce truc-là. J'ai peut-être un rapport à l'autorité où
ou à la vision conseil un peu limite, mais ça m'a toujours titillé, donc j'ai toujours aimé titiller les gens qui me titillaient là-dessus. Et j'ai ce truc cette citation de Cyrano de Bergerac que j'ai pareil tout le temps en tête. Donc moi, mes références, c'est Forrest Gump, Cyrano de Bergerac. C'est bien. J'avais deux, trois comme ça. Et Cyrano de Bergerac, c'est dans une tirade, c'est la tirade des non-merci. Donc non-merci, ça lui va bien, je trouve. Enfin, ça me va bien aussi. Merci pour vos conseils, mais non merci, quoi. Et la tirade, c'est juste ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et ça, j'aime bien, quoi. Ouais. Certes, je vais jamais battre Kylian Jornet, François Daen, j'aurai jamais leur niveau. Mathieu Blanchard, je rattraperai jamais. Certes, ça n'arrivera pas, mais je suis pas loin et je l'ai fait tout seul. Et je n'ai à remercier personne une fois que j'arrive. Je ne suis redevable que de moi-même, de ma sueur, de mes efforts. Et même si c'est bien le sport quand c'est collectif et je sais partager certains trucs et je le fais sur les réseaux avec peut-être ma pratique et ma façon de faire. Et maintenant, j'encourage de plus en plus des gens, pas à suivre ma méthode, mais à faire du sport en tout cas. À trouver leur méthode. Moi, c'est ça que j'ai l'impression Exactement. de sentir dans ton processus parce qu'on pourrait y revenir. Tu as fait couler beaucoup d'angles dans les derniers temps, autant pour le positif que pour le négatif. Puis mon point était quand j'entendais sur des podcasts, j'entendais des trucs, des gens parler, j'étais comme, ouais, mais moi, j'ai vu nulle part des conseils, genre, voici les 10 conseils signés casquette verte, puis buvez de la bière la veille de votre course. Non, c'est moi ce que j'entends, ce que je perçois dans ta méthode, dans ce que Casquette Verte propose sur les médias sociaux, c'est faites ce qui vous plaît. Puis tu sais, moi en ce moment, j'ai une série d'épisodes avec Marianne Hogan, qui est une des meilleures coureuses au Québec présentement, puis au monde, je veux dire, elle va être à la Western State. Puis hier, au moment où on enregistre, hier, elle a gagné le marathon de Toronto en run d'entraînement, sans aucune préparation spécifique au marathon. Fait que c'est une athlète exceptionnelle. Puis est très disciplinée dans sa pratique du sport, mais elle prône justement d'avoir du plaisir à l'entraînement avant toute chose. Puis je fais une série de courts épisodes depuis 3 mois, puis on va se rendre jusqu'à la Western State à se parler une fois par mois. Puis dans toute sa préparation pour la plus grosse course de sa vie contre les meilleures coureuses au monde, la fille qui fait partie des listes des favorites arrive avec une attitude complètement décontractée de dire « Moi, je fais ce qui me plaît, puis je vais faire de la zone 1 parce que ça me tente aujourd'hui. Je ne ferai pas des intervalles aujourd'hui parce que ça ne me tente pas. Puis je ferai des intervalles quand ça me tentera. » Fait que j'entends ça. Je veux dire, je ne veux pas comparer Marianne, Casquette Verte, peu importe, mais moi, c'est ce que j'entends dans ton processus. Quand je le lis, quand je le vois, c'est je fais ce qui me tente. Point. Puis la trail, ça fonctionne bien comme ça aussi. Mais il y aura toujours des gens qui seront choqués. Mais moi, j'ai vu nulle part que tu as prôné des pratiques que tu fais en disant faites comme moi, vous allez courir comme moi. Il n'y a rien de ça nulle part. Puis les gens se prennent la tête avec ce que tu mets de l'avant. Mais je voulais embarquer sur ce sujet-là parce que. Non, t'as raison. C'est ridicule. Les gens sont tellement à la recherche de controverses. Puis tu regardes ce que tu proposes, puis nulle part c'est écrit faites comme moi. Ben, mon premier conseil, souvent, quand les gens qui me demandent un conseil, et là je leur réponds très sérieusement, je leur dis mon premier conseil, c'est surtout tu ne suis pas de conseils. C'est fais-toi ta propre expérience. Et moi, en fait, je me suis beaucoup construit comme ça. C'est comme ça que j'apprends et que j'ai toujours appris. C'est que il faut que je me trompe, moi, pour bien découvrir. La diagonale, je me rappelle, la diagonale, la première, je ne savais même pas qu'il fallait manger salé sur les courses. Pour moi, ça ne servait à rien. Tu partais avec du sucre. Et toi, et pourtant, j'avais déjà fait la CCC avant et tout. Mais j'étais encore dans ce concept de il n'y a pas besoin de salé. Écoute, putain, je l'ai payé hein, sur la course. Hein. J'ai fait deux paf, comme ça au bord du chemin. Il y a un mec qui m'a mis 2 claques et qui m'a dit bon, bah, tu vois, là, tu vas prendre un verre de sel, enfin, un verre d'eau avec beaucoup de sel. Et tu vas repartir derrière. Et j'ai appris à ce moment-là, mais il a fallu que je me tape 2 malaises sur la course pour l'apprendre. Maintenant, je le sais. Maintenant, c'est ancré en moi. Mais par contre, ça a été un plaisir de l'apprendre moi-même et de ne pas avoir à lire effectivement dans un site internet à la con où il y a marqué top 10 des choses qu'il faut absolument faire pour pouvoir. Non. Si je prends tout top 10, écoute, je peux les démonter tous un par un. Certes, ça va peut-être marcher pour des gens, mais arrêtez d'imposer des règles aux autres qui sont les vôtres. Et j'ai plein de trucs dans ma vie, de manière générale, où je suis sur ce précepte de j'aime bien que chacun ait un peu sa liberté de penser, d'agir, et que peut-être qu'il y a des grandes règles, il y a des grands principes pour vivre en société, mais la course, c'est pas tellement vivre en société, c'est que je me foire, ça n'impactera personne, quoi.
Après, il ne faut pas que je me mette en danger. Donc oui, prendre le matériel voilà, de sécurité, ça c'est important. Par contre, devoir me taper le régime glycogène, machin bidule, faire de la, je sais pas ce que c'est, de la VMA. Toi, tu appelles ça des intervalles. En France, je crois qu'ils appellent ça des fractionnés. Je n'ai jamais fait de fractionné de ma vie. La PPG, la préparation physique générale, on m'a découvert, moi, ce mot, je pensais que c'était une banque à la base. On m'a dit, est-ce que tu fais de la, est-ce que tu fais de la PPG? Je pensais que, tu sais, genre, c'est quoi? C'est un principe bancaire, c'est un truc comme ça. Et j'ai jamais fait tout ça. Ben, certes, pour moi, ça a marché. Et effectivement, je vais jamais dire à des gens, suivez ou faites comme moi. Après, je me suis rendu compte que par contre, l'audience augmentant et ayant maintenant un gros volume de personnes, et surtout dont on en parlait au tout début, ayant des jeunes, des très très jeunes qui viennent me voir, eux, typiquement, quand ils viennent me voir, je vais peut-être rigoler 2 secondes avec eux, leur dire, bon, ben voilà, né de conseils de personnes. Après, je vais quand même leur dire, te défonce pas. Te Ouais. défonce pas parce que eux, ils ont 16 piges. Moi, j'ai commencé, j'avais 23 ans, j'étais déjà, c'est pas que j'étais plus vieux, mais j'étais pas mature non plus, mais j'avais pas 16 ans dans ma tête, quoi. Et c'était pas dangereux pour moi Exact. à ce moment-là. Donc, peut-être que pour eux, je vais y aller avec des c'est les salles avec qui je me permets de donner un petit peu des conseils, mais c'est pas tellement des conseils que je leur donne, c'est plutôt sois modéré dans ta pratique, n'y va pas tout de suite à fond, et sache, je leur dis, eux, je leur explique bien que sache que ce que je fais moi, c'est-à-dire que courir 30 bandes par jour, j'ai mis des années à Mhm. pouvoir le faire avec la facilité dont tu le vois. Si tu as l'impression que c'est facile maintenant, c'est parce qu'il y a eu énormément de taf avant. Et c'est un truc que j'adore chez les grands footballeurs, genre Zidane. Je suis un ahuri de Zinedine Zidane, parce que j'ai toujours trouvé que lui, c'était simple, fluide et beau quand il était sur un terrain de football. Et en fait, je me suis rendu compte que si c'était simple, fluide et beau, c'est juste parce que le mec, il s'est plus entraîné que les autres, qu'après les entraînements, il restait. Lui, quand les autres, ils allaient bouffer des pizzas, des machins, des bières avec leurs potes, lui, il restait avec un ballon et contre un mur, il s'entraînait à faire des contrôles. Et c'est ça qui a fait que, avec énormément de travail et de rigueur, il a réussi à atteindre une beauté du geste. Et cette simplicité de cette beauté du geste, quand tu es, comme tu disais tout à l'heure, une vision très extérieure, bah, tu ne sais pas trop comment l'interpréter, quoi. Tu as peut-être même l'impression que c'est du talent. Et je crois pas trop au talent. Et je pense que c'est plutôt toi, le travail justement qui amène cette apparente facilité. Et donc effectivement, quand c'est des gens matures, je me dis, enfin les gens sont pas cons quoi. Ils vont pas, c'est pas parce que je cours 30 bandes tous les jours que le mec il va essayer de faire 30 bandes tous les jours. Il va le faire 2 fois. Au bout du deuxième jour, il va faire bon, c'est bon, j'arrête sa connerie. Ça marche pas pour moi. Peut-être qu'un jeune, il va vouloir se dire, mais si, c'est la bonne méthode vu que ça fonctionne pour lui. Donc sur des cerveaux qui sont plus encore des éponges, on va dire, peut-être que je vais essayer de faire de l'anti-marketing, on va dire. Ça, c'est chelou, hein. On en est dans des concepts. Putain, moi, je fais de la course à pied à la base, hein. Moi, je m'en Ah, bats mais là, les tu me couilles de parles tout ça. d'anti-marketing, là, c'est intéressant, là. Non, mais Ouais, toi, mais t'es je obligé de comprends faire ce de que tu veux dire, c'est que, tu sais, après ça, chacun fait ce qui lui plaît, ou en tout cas fait ce qu'il ressent qui est la bonne chose. Moi, ça m'a pris 12 ans de course complètement autodidacte au feeling avant de me dire, hey, je pourrais essayer de me prendre un coach pour quelques mois pour essayer un truc Ouais. différent, mais ça, c'est ma méthode. Puis demain matin, quelqu'un me parle, puis je commence la course, qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, si tu files pour performer, puis avoir une structure autour, puis tu sais pas où te pousser en fait, dans quelle direction aller pour avoir cette structure-là, prends un coach, lis des livres, mais après ça, vas-y comme tu le sens. Puis comme tu dis, il y a une différence entre le personnage de Casquette Verte que tu as créé, j'ai l'impression, qui met de l'avant un peu. J'ai l'impression des fois un petit peu pour mettre de l'huile sur le feu parce qu'il y a certaines personnes sur les médias sociaux qui overreact, qui surréagissent à tout. Mais après ça, quand un jeune t'approche, je veux dire, euh, comme tu dis, c'est des éponges à cet âge-là, puis c'est le temps de leur donner les bons conseils ou juste les diriger dans la bonne direction, de dire fais pas ce que je fais, vas-y, tu sais, comme tu le ressens, mais vas-y dans cette direction-là. Mais après ça, quand tu t'adresses à une audience adulte, on s'attend à ce que les gens puissent faire la part des choses, puis comprendre des fois le deuxième Exactement. niveau ou l'humour. Puis c'est là-dessus que je voulais t'amener aussi. Tu sais, tu parles du personnage casquette verte. Pour toi, c'est un personnage? Bah, en fait, c'est devenu un personnage parce que ce qui est dingue, c'est que tu vois, sur les courses ou même maintenant quand je cours dans Paris, tous les soirs, je vais avoir des gens qui vont soit me saluer et me dire salut casquette verte, soit je vais avoir des gens qui vont s'arrêter pour prendre des selfies. Et tu sais, genre, limite, bah, c'est limite moi, ils s'en foutent en fait. C'est juste moi et ma casquette. Genre, si j'enlève ma casquette, ils s'en foutent. Et donc, au final, c'est plus le personnage qui existe chez les gens. Et donc, du fait qu'ils existent chez les gens, bah,
je le fais un petit peu vivre. Et effectivement, j'aime bien lui donner du relief. Quand je suis en one-to-one avec des gens et que je parle un petit peu sérieusement, ou typiquement avec voilà, ce qu'on disait avec des enfants ou des jeunes, ils me demandent des conseils, je vais plutôt leur répondre avec dis-moi d'abord ce que tu as envie, ce que tu as, voilà. Je réponds plutôt avec des questions pour les faire maturer. Alors que quand c'est avec des gens sur les réseaux sociaux, quand c'est des gens qui sont bienveillants, ou qui sont dans la blague, j'aime bien répondre avec bienveillance ou dans la blague. Quand c'est des mecs qui sont là juste en mode haters ou pour casser ou pour balancer du conseil parce que vas-y, tiens, moi j'ai un beau-frère qui a fait une fois un ultra trail, donc je sais mieux que toi. J'aime bien tourner au ridicule ces gens-là, de manière à ce qu'ils se rendent compte que leurs commentaires n'étaient pas si utiles que ça, ou qu'ils auraient pu mieux le travailler, et que là, ça n'apporte rien en fait à la conversation. Assez souvent, en fait, quand j'envoie des tirs de missiles nucléaires sur deux, trois commentaires, la plupart du temps, les gens en fait viennent par message et ils me disent ah putain mais mec, en fait je me suis même pas désolé, je l'ai mal dit ou quoi. Et en fait les gens sont plus habitués à ce que l'auteur sur les réseaux sociaux réponde, Mhm. au sens où tu peux faire le test, ne le fais pas vraiment. Tu prends ton athlète favori qui a, je sais pas, 30, 40 000, 50 000, 100 000 personnes qui suivent sur le réseau, va lui mettre un truc un peu piquant, une insulte sur une de ses photos, il te répondra pas. Alors que moi, j'ai gardé ce truc je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre au maximum, mais tu vois, je prends le temps de tout le faire et j'adore justement cette interaction. Je trouve que c'est enrichissant aussi bien pour moi que j'essaie que ça soit enrichissant pour les autres. Et donc les gens sont plus habitués à ce que quand ils commencent à répondre genre non mais ce mec-là de toute façon dans 2 ans on le voit plus, ou dans 2 ans il est terminé, ils s'attendent pas à ce que l'auteur réponde. Et donc là, tu lui réponds, je sais pas, tu inventes un truc, tu fais oui, oui, effectivement, je trouve que tu as raison. D'ailleurs, si tu as la date précise de mon arrêt, j'aimerais bien que. Et quand ça part en one-to-one comme ça, après, voilà, il y en a qui réagissent bien, il y en a qui réagissent mal, et ceux qui réagissent mal, eux, c'est autre chose. Mais ça, c'est les haters du net, et il y en a partout dans toutes les disciplines. Mais tu vois, à la base, j'étais venu pour faire un semi-marathon. J'étais pas Ouais, c'est venu ça. pour gérer des communautés internet avec des mecs. Et, dans 99% des cas, c'est drôle. Et franchement, c'est même quand il y a un peu comme ça, de taquinage dans les deux sens, ça reste drôle. Et il y a 1% où ça part un peu en vrille et il faut mettre le haut là. Et là, récemment, je l'ai mis parce que ça a commencé je commençais à avoir en fait. Ça commençait presque à être du harcèlement. Les mecs commençaient à m'envoyer l'adresse de chez moi en m'expliquant qu'il fallait que je fasse gaffe, à me dire que sur une course, ils allaient me casser les genoux. Enfin, là tu es obligé de mettre un haut là parce que ça, c'est pas acceptable en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas de la taquinerie ou un commentaire un peu haineux, mais que dès que tu y réponds, la personne embarque dans le mode Exactement. humoristique, puis ça mène à un débat Exactement. amusant. Là, ça devient quasiment de la. Ben, en fait, pas quasiment, c'est de la menace. Puis tantôt, Mhm. t'as répété quelque chose quelques fois, t'as dit tu peux pas en vouloir une casquette verte, personne ne peut en vouloir une casquette verte. Puis j'ai l'impression que dans les derniers temps, la communauté qui te suit a grandi. Donc, dans ce 1%-là de crétins, de haters, ben, le 1% grossit quand tu es rendu à 45 000, 50 000 abonnés et plus. Donc là, tu t'es mis à recevoir vraiment des trucs plus menaçants. Donc là, on n'est Ouais. plus dans le personne peut en vouloir une casquette verte. Il y a des gens qui l'ont pris comme un affront au sport. Je sais pas comment tu perçois ça. Mais il y a ce truc-là aussi, j'en ai pas mal discuté là depuis quelques jours. Je pense que bon, il y a le fait d'être parisien arrogant, et ça, c'est une étiquette qui est collée dessus et ça restera collé. Donc déjà, il y a deux bases, un truc que ouais, mais enfin, c'est un parisien quoi. Allez, pouf. Il y a ce truc-là de base. Je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que je suis aussi le contre-exemple de beaucoup de trucs qui, selon moi, ça c'est mon avis perso et je le marque jamais sur les réseaux. Et généralement, j'en parle pas trop, mais il n'y avait pas le truc où je trouve que c'est du charlatanisme, où tu vois, c'est des gens qui sont arrivés avec un business qui parasite un petit peu au final l'environnement running et trail. Et je trouve ce parasitage inutile. Et je le dis jamais méchamment parce que c'est leur business et c'est leur gagne-pain et j'ai pas envie de leur pourrir leur gagne-pain. Mais juste qu'ils acceptent que si je leur dis, bon, écoute, de temps en temps, de manière un peu détournée, ou rien que le fait d'exister, ça prouve que ton truc, il sert à rien. Euh, bah, il y en a qui le prennent comme une attaque personnelle. Euh, Tu vois, ça peut être tous les trucs de nutrition, les coachs sportifs, les ostéos, un petit peu. Je ne pensais pas avoir le congrès des ostéos contre moi, mais tu vois, j'en suis rendu là. Euh, donc,
tout cet environnement, les gens qui vendent de l'homéopathie, les gens qui vendent de la cryothérapie, les gens qui, bon, grosso modo, tous les gens qui font du blé, qui font des concours et des jeux Instagram où il faut liker, partager, etc. des pages. Généralement, c'est Ouais, comme on ça les que tu les connaît. repères, hein. C'est Ouais, comme on ça les que tu les connaît. repères. C'est cela grosso modo, ce qui est très drôle, c'est que tous ces gens-là, en fait, souvent, ils m'ont proposé des partenariats avant. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 ou 4 fois par semaine, tu dois en avoir aussi, je pense, des gens qui disent ouais, viens, enfin voilà, est-ce qu'on peut faire un partenariat avec des postes rémunérés? Et moi, je les envoie en fait, je les envoie chier et ils sont pas habitués à ce qu'on les envoie chier. En fait, ils sont habitués à ce que les mecs ils disent ah ben trop bien, tu me gagnes pour un poste, je prends 200 euros. Ben bien sûr, dis-moi quel code promo je pourrais participer aux gens. Et moi, ça, jamais dans ma vie je pourrais sombrer là-dedans parce que je considère que déjà la méthode n'est pas bonne. C'est-à-dire que pour moi, il faut pas vendre un produit, mais faut donner aux gens d'avoir envie de l'acheter. Et, et toi, j'ai pas beaucoup de partenaires, j'en ai deux. J'ai Salomon et Sunto. Et Salomon et Sunto, que j'ai été très clair avec eux, et ils ont accepté ça, et j'ai trouvé ça très fair-play de leur part. C'est-à-dire que tu vois, ils ne m'obligent pas à faire des publications qui descendent du siège, et genre, bah, tiens, il faut faire la photo comme ça, le hashtag du moment, c'est ça, il faut le mettre en avant sur tel truc, tel machin. Moi, j'aurais dit, moi, je pense qu'en fait, on a plus à y gagner, et vous et moi, en ayant un gagnant-gagnant, une relation gagnant-gagnante, où vous êtes au final la marque, l'équipementier qui vient aider ce petit jeune parisien à réaliser ses rêves de faire les plus grands ultra-trails au monde. Et au niveau de l'image, vous donnerez voilà, vous donnerez aux gens, parce que c'est une entreprise privée, donc elle est là pour vendre, mais vous donnerez plus aux gens d'avoir envie d'acheter que vous êtes dans un acte de vente où, d'un point de vue image et identité de marque, c'est vachement moins bon, quoi. Et ça, donc, j'ai beaucoup ce truc-là sur les réseaux sociaux où il y a énormément de marques qui ne sont pas habituées à ce que je leur dise non, mais non, mais ça me fait chier de faire du commercial pour du commercial. Et ils le prennent assez mal, quoi, souvent, et ils le prennent pour de l'arrogance ou quoi. Mais en fait, c'est juste, je vais pas dire que c'est pas un parti politique, c'est pas je suis pas là, genre, allez, anticapitalisme, let's go, on va démonter des banques, péter des trucs. Qui c'est qui vient péter des distributeurs de billets avec moi? Non, 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 non. Genre, je suis pas du tout dans ce délire-là, mais ils le prennent quasiment comme une agression personnelle, alors que c'est juste en fait une façon de faire parce que j'en ai marre de voir des concours Instagram, si je résume, et que je trouve que tu prends Instagram, si tu supprimes tous les comptes qui font exactement la même chose les uns avec les autres et que tu les réunifies tous ensemble, ben, tu vas avoir un nombre de personnes dans le milieu course à pied, fitness, etc. Il n'y a pas que la course à pied, hein, mais qui vont disparaître parce que en fait, ces gens-là, ils se sont fait vampiriser par cette méthode et ils pensent que ça fonctionne de faire comme ça. Mais au final, non, ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est justement d'avoir des personnalités. Moi, les gens que je suis, c'est des personnalités. Ça va être, tu vois, Mathieu Blanchard, on parle tout le temps de lui parce que vous parlez tout le temps de lui dans vos épisodes. Je crois qu'on parle plus de lui au Québec qu'en France, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, mais il vient de la France, mais il a découvert le trail puis il a grandi comme trailer au Québec. Fait que J'ai bien nous, il compris. fait partie de notre communauté puis on se l'approprie, hein. Si la France se l'approprie pas, on va le prendre, nous, Mathieu, hein, on l'aime. Moi, je pense que vous devez lui demander que pour l'UTMB, qui va très certainement. Je ne sais pas s'il va le gagner parce que je souhaite que ce soit Jim qui le gagne. Mais s'il termine deuxième, je serai la province du Québec. Je mettrai un petit billet sur Mathieu pour lui demander d'avoir un drapeau québécois à l'arrivée, quoi. Ça serait Sincèrement, complètement fou. Écoute, moi, je m'en viens à l'UTMB, là. Je vais être là ouais. pour la CCC, fait que je vais essayer de glisser un drapeau, puis si je croise Mathieu, je vais essayer d'y donner. Non, je blague. Mais j'ai un drapeau québécois Ah! qui me date. J'ai deux drapeaux maintenant. J'ai le drapeau de Paris, je me le suis acheté un parce que j'en avais marre en fait de voir les Bretons. Je ne sais pas si tu connais, mais les drapeaux bretons. Bah, les Bretons, en fait, c'est une région française qui sont très fiers de leur drapeau. Et tu vois le drapeau breton sur tous les trails et Ouais. les ultras. Et je suis étonné que, d'ailleurs au Québec, vous ne l'ayez pas déjà autant vu que ça. Et donc maintenant, il y a ce truc du drapeau. Donc oui, il faudra le placer sur Mathieu Blanchard, le drapeau du Québec. Après, bon, moi, je ne ferai pas top 3. Donc ça aura très peu d'intérêt. Mais je peux arriver avec d'un côté le drapeau de Paris et de l'autre drapeau de Québec. Il n'y a pas de problème. Je prends 0 €. Je fais pas de code promo et tout. Je le fais juste pour le délire de dire que mais il n'est pas du tout québécois, ce mec-là, là. Écoute, moi, je suis québécois, je te donne l'autorisation. Assiette verte, d'avoir un drapeau bleu et blanc du Québec. Moi, j'en ai un, je m'avais Salomon, un petit drapeau du Québec. Fait qu'il y aura un drapeau du Québec sur l'UTMB cette année sur la CCC. Ah ouais. Mais je te confirme que je serai pas. Il y a personne qui va me prendre en vidéo à l'arrivée, sauf peut-être ma blonde puis mes parents, mais il y aura personne d'autre. Je sais pas quel temps tu vises, mais fais gaffe d'arriver au bon moment. Ouais. Parce que ça, c'est important. Moi, l'arrivée de la CCC, je suis arrivé en plein orage de nuit à 2 h du mat. Il n'y avait plus une seule personne dans Ah, c'est Chamonix. ça. Il a fallu que tu prennes plus ton temps.
Ouais, j'aurais dû prendre 6 ou 7 heures de plus, mais ça Voilà. aurait été long d'attendre sous l'orage, quoi. Ouais, c'est ça. Et UTMB, je crois que je mets 26h30 ou 27h. Et donc, j'arrive à l'heure parfaite. C'est-à-dire, j'arrive à l'heure de l'apéro. J'arrive à 10, tu vois, j'arrive à 19h30, 20h, je crois, dans Chamonix. Ça faisait 5 jours qu'il faisait un grand soleil. Il y a eu un putain d'orage. L'orage, il est arrivé. Genre, l'orage, ça a commencé à devenir sombre. Il a commencé à pleuvoir. Quand j'étais à 2 kilomètres de Chamonix, il s'est arrêté de pleuvoir 15 minutes après que j'ai passé la ligne. Et il n'y avait plus personne. Et il n'y avait quasiment pas d'ambiance. Je fais putain, mais non, c'est pas vrai. Et je reviens à Mathieu Blanchard juste sur au moment où on le disait. Oui, c'est C'était vrai, avant de parler du drapeau de l'Algérie, on parlait de Mathieu Blanchard, de la fierté québécoise. fierté québécoise. Et non, et en fait, sur sa manière, lui, de communiquer, où toi, bah, lui, il a une énorme communauté. En plus, il a fait koh, donc il n'est pas connu que de la Ouais, communauté trail, il est connu d'une communauté qui est beaucoup plus vaste. Et je trouve que lui, la façon dont il communique, ça fait athlète pro, mais ça fait quand même proximité avec les ouais. gens. Il arrive à placer les marques sans que ça soit non plus trop voyant. Euh, Lui, il a envie de ça, donc il a besoin quand même de donner assez de place à ses partenaires, mais je trouve qu'il le fait assez intelligemment, VS beaucoup trop de gens qui se font c'est pas ils se font bouffer par le partenaire, mais le partenaire est au final trop fort par rapport à eux. Ouais. Et ils sont en fait déjà tellement contents d'avoir un partenaire et de pouvoir donner un code promo, alors qu'en réalité, ils ne devraient pas l'être. Donc j'en veux aux partenaires et aux marques qui proposent aux gens de faire des codes promo, etc. Ouais, mais Mais tu sais, en vas-y, même temps, tu peux enchaîner avec tes questions spéciales non, non, par non. En partenaire fait, moi, je trouve québécois. ça intéressant parce que, tu sais, je travaille là-dedans, je travaille en communication, mais tu sais, le Ok. marketing d'influence, je pense qu'on est au tout début de ça. Puis je trouve que le terme influenceur est devenu super péjoratif, mais au final, c'est de la création de contenu. Ce que Mathieu Blanchard fait, c'est pas du marketing d'influence, c'est de la création de contenu. Puis je pense que les marques l'ont compris, puis les grandes marques, je pense qu'ils sont plus dans le concours Facebook, tag ton ami, puis code promo, tu as 4 de rabais si tu achètes pour tant de dollars. Puis ils sont vraiment plus dans choisir des athlètes qui représentent leurs valeurs, puis les laisser faire ce qu'ils veulent. Naturellement, c'est ça. Puis je pense que la clé pour les entreprises dans leur marketing d'influence, c'est d'y aller avec une approche organique, de dire je t'offre tel truc, je t'offre de l'équipement, tu le reçois, tu fais ce que tu veux. Puis je pense que quand il n'y a pas d'obligation de rattacher à ça, les gens sont d'autant plus contents de se prendre un selfie en train de courir puis de taguer Oka sur leur t-shirt Oka. Je dis Oka parce que moi, j'étais avec eux au Québec. Puis c'est ce qui m'avait le plus marqué. De un, j'étais un utilisateur. Moi, si c'est pas arrivé, mais si Salomon m'avait approché, j'aurais fait merci de m'approcher, mais c'est pas l'espadrille que j'ai. Fait que merci, mais non merci. Mais ensuite, il faut que tu t'associes à des marques qui fonctionnent pour toi. Moi, c'est au cas, je cours avec ça depuis des années. Je parle avec Alexis, qui est le rep au Québec, puis l'approche est extrêmement organique. C'est, tu es ambassadeur, tu vas recevoir des trucs. Quand il vient à Québec, on se voit, on prend un café, on jase, on regarde les projets, je vais faire telle course, comment on peut te supporter d'une quelconque façon, t'aider, t'ouvrir des portes. Mais après ça, j'ai aucun contrat de tu dois absolument faire 12 posts par mois et tout. Puis je pense que les marques comprennent que c'est pas ça qui fonctionne. Fait que, bref, les grands équipementiers comme Salomon ou Oka, je pense qu'ils commencent à s'adapter au type de marketing Ouais, d'influence. c'est Puis clair, c'est clair. organique, tu sais, justement, comme ce que tu dis, tu sais, Salomon, il t'oblige absolument rien à faire. C'est juste que toi, tu es content de porter ton t-shirt de Salomon. Je suis sûr que Salomon ne t'a pas appelé quand ils ont su que tu venais à pas sortir du bois. Puis pourtant, tu l'as mis, donc on les salue. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je me suis pas changé. C'est parce que moi, je rentre de courir, là, je pue, là. Ça, c'est la Là, magie du podcast, c'est qu'on ne te sent pas. Voilà. Ouais, je vous laisse imaginer l'odeur de 30 km et 1000 mètres de dénivelé à faire le hamster dans le bois de Vincennes. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mélanger un peu de bière, un peu comme ça, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est ce que tu dis. Et pareil, moi, Salomon, c'était génial parce qu'ils sont arrivés vers moi à un moment où j'avais pas réalisé grand-chose non plus. Donc, je valais pas grand-chose. Donc, c'était peut-être plus moi qui étais content que eux à la base. Et ça me convenait parfaitement parce que moi, je mettais que des Salomon à cette époque-là. Ouais. Donc, j'avais juste la marque que j'adorais, où j'aimais ce qu'ils transmettaient, j'aimais leurs athlètes, j'aimais la culture de la boîte, et j'avais envie en plus d'en connaître plus. Et ils me proposaient d'avoir des chaussures gratuites. Let's go, hein. Enfin, c'était tellement gagnant-gagnant que au final, c'était bénéfique. Et maintenant, c'est trop cool parce que, par exemple, tu vois, tu peux aller plus loin. Je sais pas si tu as cette relation, toi, mais tu vois, moi, je suis plus dans une relation simplement de il m'envoie des dotations et t'en fais ce que tu veux. C'est en fait, j'interagis beaucoup avec les équipes qui sont à Annecy, les équipes qui sont les laboratoires et la Développement de recherche la et marque et développement. tout. Ah, c'est cool Et ça. les tests de durabilité,
moi, ils m'adorent les tests de durabilité parce que je les défonce bien les produits, Moi, quoi. si j'allais dire, tes Et dernières photos que j'ai vues, là, tu prends toujours tes pieds avec ta casquette, tes Salomon sont défoncés. Là. bah, celles-là, elles ont. Mais je vous écoutais dans le dernier podcast, c'est toi qui as Ouais, sorti des une paire de haut-codes pompes à 2400. des Speedgoat de 2400, ouais. Ouais. Ah Je les ai putain, tu m'as encore, je battu. les ai encore. Ah, mais moi, j'en ai une paire. Moi, j'ai une paire à 2003. Très fort. Il te Mais reste 100 km, tu m'appelleras quand ça sera fait. elle peut plus. Elle Non, peut c'est plus. ça. Franchement, elle peut plus. Elle peut plus. Je l'ai poussé vraiment au bout du bout. Et j'adore pousser les chaussures au bout. Ben oui. Et non, et donc, parce que moi, j'aime bien les chaussures un peu usées. Enfin, c'est dans ma manière de courir et tout. J'aime bien. Et en plus, j'aime pas gâcher, quoi. Ça me fait chier Ouais. une chaussure qui peut être encore utilisée. Je préfère dire à Salomon, m'envoyez pas la prochaine tout de suite. Je l'utilise encore. Mais Ouais. là, on est rentré dans un autre délire où eux, tu vois, ils ont besoin de tester. Ils testent une nouvelle matière, une nouvelle gomme, où il y a une sortie d'usine pour une chaussure qui va sortir dans 1 an, 2 ans. Il y a un prototype sur lequel ils veulent bosser. Ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui fume la basket. Ils ont besoin on lui mette 600 km. L'avantage, c'est que moi, il me l'envoie. 600 km, ça va me prendre 3 semaines max, et je leur renvoie, donc ils ont un retour assez rapide, tu vois. Et donc, ça leur va bien, et donc on travaille un peu là-dessus. Et je commence à faire des retours aussi produits. Tu vois, j'ai eu un souci avec un sac Salomon. Et tu vois, j'ai été étonné. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est ton sponsor. Est-ce que tu en parles du fait que ton sac, il a craqué pendant. J'étais en ultra en Croatie, mon sac, il a craqué, quoi. Donc, grosse galère. Enfin, en tant que coureur, c'est vraiment pas agréable ce qui m'est arrivé. Et Ah. je me suis dit, est-ce que tu en parles ou est-ce que tu n'en parles pas? Est-ce que tu protèges ton équipementier en n'en parlant pas de ce problématique qu'il y a eu? Ou est-ce que tu en parles? Et je me suis dit, non, non, en fait, justement, il faut en parler. Et en parlant, bah, tu vas aussi dire ce que tu fais après. C'est-à-dire ce que je fais après, c'est bah, le truc qu'il y a eu, c'est que Salomon, on s'est fait 2 calls, 2 réunions avec, bah, j'avais pareil les mecs en visio où je leur expliquais qu'est-ce qui m'est arrivé. Et donc là, ils me posaient des questions vachement plus précises, des questions de design, de textile, de méthode d'utilisation, de méthode de lavage. Donc on rentrait plus dans le détail. Oui, ils essayaient de comprendre. Bah, où était le problème du produit? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était ma pratique? Est-ce que c'était le produit qui était défectueux? Et après, tu vois, typiquement, le sac, je l'aurais renvoyé pour analyse chez eux. Et Ouais. ça va permettre, ils vont me renvoyer des prototypes pour voir si on peut améliorer un système d'accroche sur le sac. Et peut-être qu'on va réussir à améliorer un sac de ce fait-là. Et donc, il y a de la co-construction qui est vachement intéressante. Et bon, je dis que c'est avec Salomon, mais je suppose que la majorité des marques bossent aussi comme ça avec leurs ambassadeurs ou leurs athlètes élites. Et ça, c'est une partie qui est. On ne peut pas tout montrer parce qu'effectivement, il y a parfois aussi, ils m'envoient des chaussures, ils me disent bon, là, j'ai une paire de pompes, je sais que j'ai pas le droit d'en parler. Et tu vois, et ça, voilà, il y a le contrat moral de voilà, ça ne doit pas sortir, ça ne sortira pas et je vais les tester, je vais leur faire leur retour. Mais il y a plein de trucs dont on peut parler et qui sont super intéressants. Moi, ce que j'ai préféré dans toute ma relation avec Salomon, en dehors des gens que j'ai rencontrés, c'est la visite du siège, le labo, où tu as le mec qui sort de nulle part avec les couturiers et les couturières à côté. Et il te montre que, il t'explique, bah, un jour, il y a Kylian qui est arrivé, il avait un t-shirt et tout, il a dit, j'aimerais bien qu'on fasse une sorte de sac là, comme ça, machin, bidule, et il t'explique comment, de l'idée de Kylian qui est rentré dans le labo, ils l'ont créé. Et maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que ben, je peux, moi, dire, ouais, mon sac, j'aimerais bien que vous me rajoutiez une petite couture ou une poche à ce moment-là. Et j'ai une couturière qui va essayer de faire le truc. Et si ça marche sur moi avec le retour, peut-être que ça va pouvoir Ah oui. s'industrialiser. Et j'ai trouvé ça trop bien. En fait, c'est parce que voilà, on a tellement l'impression en achetant le truc dans les magasins ou sur Internet que s'il n'y a personne qui le fabrique, que ça se fabrique peut-être tout seul, ça s'imprime en 3D, je sais pas, et ça arrive par le Saint-Esprit dans ma battelette par Amazon. Mais en fait, trop pas, quoi. C'est vraiment, il y a des gens qui le conçoivent. Et ce truc-là, ça a été un peu marketé par les marques, ils l'ont un petit peu montré, mais vu que c'est par les marques, on a l'impression que c'est de la surcommunication, alors que si c'est par des gens vrais, donc bon, moi, toi, X, euh, je trouve que ça a plus d'intérêt. Donc je fais pas encore des vlogs, je fais pas encore des trucs comme ça, mais j'adorerais pouvoir prendre une petite caméra et passer genre une semaine dans l'atelier avec eux et faire un reportage sur la semaine passée avec les mecs qui bossent sur la chaussure de ski très précise ou sur le sac ou sur le problème du t-shirt. Là, on a vraiment un problème avec les aisselles de t-shirt en ce moment. Il faut qu'on règle ce problème. Des réunions de 8 heures. Et je trouve que ce côté je suis pas très matos, je suis pas très textile, je suis pas très bon là-dedans, mais je trouve que ce côté-là qui ramène ça presque à de l'artisanat et qui d'ailleurs est industrialisé fois 1000, c'est super intéressant quand on est encore au tout début on a un problème. Le design, le textile, la R&D doit trouver une solution à ce problème
Et bah, parfois, ça échoue et on ne trouve pas la solution et on continue à produire mal. Mais parfois, on trouve la solution et ça fait évoluer les produits dans le bon sens, quoi. Oui, exact. Je veux dire, ton équipe d'ambassadeurs, tes athlètes, tes clients, c'est ceux qui testent le produit, fait que c'est eux qui poussent à leur plus à leur limite. Je veux dire, ta veste, quand elle a fait 1000 km, 5000 km, peu importe, ben, c'est toi qui après autant de temps, sais qu'est-ce qui marche pas avec elle, puis ils font bien d'écouter leurs athlètes, là. Ah, c'est clair. J'ai vu que récemment, tu as été quand même blessé pas mal, puis tu as traîné des blessures sur tes courses, puis tu en as parlé ouvertement avec transparence. Puis ça, je trouve ça cool d'arriver et d'être capable de ne pas juste montrer le beau. Là. Je veux dire, des fois, les médias sociaux, on a l'impression que les gens vont que nous parler du beau. Puis en ce moment, je trouve que, en tout cas, peut-être que c'est moi dans la communauté trail, mais je vois des gens parler ouvertement de leurs blessures puis qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ça fait partie du sport. La course, je pense que c'est un sport où il y a beaucoup, beaucoup de blessures. Toi, tu en as parlé, mais tu as commencé à courir dessus, puis je pense que tu l'as dit, puis ça a provoqué des foudres chez des gens, mais toi qui revendiques le plaisir dans le sport, est-ce que c'était pas contradictoire de justement endurer toute cette douleur-là puis de partir sur ton 100 miles of Istria by UTMB où tu as ouvertement dit que tu étais blessé, mais tu l'as enduré puis tu as couru dessus puis tu as enduré cette douleur-là. C'est pas un peu contradictoire avec ta notion de prendre du plaisir? Ah, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est pas du tout pour une petite raison. Pour une petite raison. En fait, c'est parce que bon, il y a un truc de départ, c'est déjà, je considère qu'un ultra trailer, genre un mec qui fait vraiment de l'ultra ou qui dit que sa spécialité c'est l'ultra, s'il dit qu'il n'est pas blessé ou qu'il n'est jamais blessé, c'est pas un ultra trailer, c'est juste un menteur en fait. Je pars de ce concept-là. Ah oui, Donc, bon, il y a déjà ça, c'est que en fait, avec ce qu'on fait, on a tout le temps des petits trucs qui couinent. Enfin, c'est très rare. Enfin, moi, quand un mec me dit, mes potes avant un ultra, ils me disent, ouais, bah écoute, là, je me sens dans la forme de ma vie, ça va. Je sais que en vrai, il est un petit peu, ça couine quand même un petit peu à deux, trois endroits, mais globalement, ça va mieux que d'habitude, on va dire. Mieux que quand ça va mal. Et donc, souvent, ça va mal. Et, ce truc, donc tu disais déjà d'en parler, effectivement, en fait, je pense que c'est une tendance globale, c'est que il y a eu les années Instagram 2015 à 2020, on va dire, où c'était, on voulait que montrer le beau, et là, pas que dans le sport, mais partout, en fait, à partir de, ouais, je sais pas si c'est le Covid, non, peut-être pas avant la Covid, mais où les gens commençaient à dire, ouais, non, mais il y a aussi le pas beau, et tu vois, il y a eu cette tendance dans la mode féminine, avec, Ouais. on arrête avec les corps tout modelés, on arrête avec le Photoshop, on montre les gens comme ils sont vraiment et comment ils sont beaux en réalité. Donc ça, je pense que c'est une tendance de fond. Mais sur le fait donc de moi, c'est marrant de dire prenez le plaisir, putain. Je vais dire, je vais marquer une ligne sur mon curriculum vitae, là. Je vais mettre, moi je suis un preneur de plaisir, quoi. Ça va être dans mes loisirs tout en bas, le Ouais, mec, c'est il va ça. pas comprendre. Non, ouais, toi, j'ai une pratique plaisir, mais aussi ce que moi je prends mon plaisir en souffrant, en fait. Il y a clairement de ça. Il y a clairement de ça. C'est, je prends vraiment un énorme kiff à sentir que j'ai mal. J'en ai déjà parlé avec plein de monde. Ça a presque une tendance sadomaso. C'est clair. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Euh, je, je, je mets complètement à côté le sujet de c'est une drogue, une dépendance, parce que c'est autre chose pour moi, c'est vraiment pas le même sujet. Mais en fait, moi, j'ai un truc que j'adore quand je cours et quand je pars faire des ultras, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je continue à en faire. Et je pense que si je cours 2, 3 heures, si je cours 30 bandes par jour depuis 3 ans, c'est pas pour le plaisir d'avoir des likes sur Instagram. C'est parce que j'aime ça. Mais si ça me fait mal et que je continue à aimer ça, en fait, c'est parce que j'aime souffrir. Et si j'aime souffrir, c'est parce que je considère que quand tu souffres, c'est déjà que tu te sens vivant. Et en fait, au quotidien, je trouve que toi, on te sent de moins en moins vivant. On est de plus en plus dans un monde de confort, de sécurité absolue. Moi, ma vie, si j'avais pas le trail et l'ultra, ça serait métro, boulot, dodo, avec pinte avec des potes en terrasse, mais je sortirais pas trop de ma zone de confort, je découvrirais Mhm. pas le monde extérieur, je me mettrais pas en danger, donc je n'aurais pas l'impression d'apprendre des choses. Alors que j'ai plus appris dans l'ultra trail qu'en école de commerce. Ça va faire mal. J'espère que mon école de commerce n'écoutera jamais ça, parce que ça m'a coûté très cher, ni mes parents, je veux pas, parce que désolé, papa, désolé, maman, mais j'ai plus appris sur moi et sur la façon d'aborder la vie en trail et en ultra, parce que je me suis mis dans des situations de difficulté, parce que oui, j'ai souffert, et parce que derrière, bah, il y a eu cette souffrance, il y a eu tout ce que tu mets en place pour essayer de moins souffrir. Donc là, ça sous-entend de développer
une manière de faire, qui est un processus qui soit assez intelligent pour te permettre de continuer et d'atteindre tes objectifs tout en ayant des trucs qui sont censés t'en empêcher. Et il y a ce truc de se dire, à la fin, malgré les 800 tonnes de boulets que je me suis traîné, putain, j'ai quand même réussi à y arriver. Donc, c'était pas si simple et ça n'a de la valeur que si c'était pas si simple. C'est quoi? C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est exactement ça, quoi. Tu vois, ça serait simple, j'aurais déjà arrêté. Ouais. Et je pense qu'il y aura plein de gens, si c'était simple, ils auraient déjà arrêté. Moi, je connais des gens, je connais un mec, il n'a pas terminé une seule des courses, il abandonne à chaque fois. Et tu vois, les gens de l'extérieur lui disent, mais pourquoi tu continues? Mais il me dit, mais enfin, genre, mon but, peut-être qu'un jour j'y arriverai, ça sera trop bien. Mais pour l'instant, c'est trop dur pour moi, mais je veux quand même affronter ça. Et parfois, il termine des courses. Je sais que là, il a fait un 60 bornes ce week-end ou le week-end dernier. Et il abandonne à 20 bornes de l'arrivée en disant, mais j'ai passé un bon moment. J'ai passé 8 heures, j'ai été rattrapé par la barrière horaire. C'était très difficile. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas aller plus loin avec mes limites physiques. Et je reviendrai, je réessayerai. Et j'ai traversé des super moments. J'ai appris sur moi. Et c'est ce que je ressors de ce sport. Donc ce truc que les gens après ont extrapolé ça sur toi. Quand tu l'expliques et toi à l'oral, ça s'explique bien. Quand tu mets sur ton Strava, tu t'expliques aux gens que bon, écoutez, j'ai une tendinite, ça fait 3 semaines, mais oui, je continue à courir dessus. Les gens disent, mais t'es idiot? Oui, alors, bon, au premier, t'es idiot, tu expliques. Tu expliques. Au deuxième, t'es idiot, tu expliques. Au troisième, t'es idiot, tu expliques. Au quatrième, tu dis, bon, essaye de lire quand même les 4 messages que je me suis fait chier à écrire avant. Au cinquième, tu commences à dire, bon, écoute, là. Regarde ce qu'on va faire là. Je vais sortir l'extrait de ton explication. Je vais te l'envoyer. Fait qu'on tu pourras juste répondre aux gens. Quand les gens te diront ça, tu sortiras l'extrait de 5 minutes. Puis après ça, ben, Allez, ils écoutez. l'écouteront. Voilà, regarde, c'est du marketing que je fais. Avant qu'on termine, c'est une grosse saison. Tu es connu parce que tu enchaînes les courses, les gros défis. Cette année, tu vas être de retour sur l'UTMB. Dans quelques semaines, tu te lances sur ton projet Chaman qui est de connecter Annecy à Chamonix par les sentiers. Tu as une grosse saison qui s'en vient devant toi qui est déjà commencée. Si on se reparlait le 31 décembre 2022, à la fin de l'année, ce serait quoi ton plus gros souhait par rapport à la saison qui s'en vient devant toi? En fait, c'est marrant parce que je fais la même saison que l'année dernière, mais cette fois-ci, je l'ai fait sur un an, alors que l'année dernière, je l'ai fait sur 6 mois. Et je fais Mhm. exactement les mêmes courses. Et l'année dernière, ça s'est au final super bien passé, même mieux que prévu. Je fais top 20 à la Diag, je fais top 50 à l'UTMB. Peut-être que sur l'UTMB, je dois pouvoir faire un petit peu mieux. Je gagne l'Ultra 01, je gagne l'UTMJ, je gagne la Diagonale des Yvelines, je gagne la Lyon-Saint-Élion. Euh, une semaine après l'Ultra 01, l'UT4M, donc j'enchaîne 2 ultras en une semaine. Je découvre ce délire d'essayer de faire ça et je fais un podium la deuxième semaine. La diagonale, la semaine d'après, je fais l'Ultra Maxi Race Annecy, je fais top 5. Je pense que je ne peux pas faire mieux. En fait, je pense fondamentalement que je ne peux pas faire globalement mieux que ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être faire moins mieux globalement, mais plus mieux sur certains trucs. Plus mieux, j'ai quoi? J'ai la diagonale qui me tient à cœur et j'aimerais approcher du top 10. Euh, et, et là, je pense que ça commence à devenir très compliqué en fait. Donc je pense que je vais échouer et que ça m'apprendra et que je vais y retourner encore. Il y a ce truc-là où j'aimerais qu'il y ait un truc spécial. Et il y a l'UTMB où je te dis, je fais top 50 l'année dernière et je pense que je dois faire mieux pour tenir mon rang, voyez-vous. Pour tenir mon rang. Non, ouais, j'étais un peu déçu. Je considère que je mets 1 heure et demie ou deux de trop. Je pense que j'ai identifié là où j'ai pas réussi. Donc, ça va me permettre de vérifier si les trucs que j'ai identifiés, je peux bosser dessus et arriver dessus et un peu mieux cartonner. Mais donc, ouais, faire ça et si j'arrive à ne pas me fracturer le pied, le genou, la cheville ou un truc plus grave qui m'empêche de courir toute la vie, ça serait bien parce que j'aimerais bien quand même encore continuer 2-3 ans, quoi. 2-3 ans. Après, j'arrêterai, mais je me donne encore 2-3 ans à bien m'amuser dans l'ultra et après, on va déglinguer casquette verte. Après, on va faire comme Daft Punk. Ça va disparaître, on va faire disparaître le personnage un peu comme il est apparu presque par hasard à un bon moment, mais il va disparaître par hasard à un bon moment aussi, quoi. Ah, intéressant. La mort annoncée de Casquette Verte, mais pas Alexandre derrière. C'est quoi le plan de retraite d'Alexandre quand il va enterrer Casquette Verte? Je sais pas encore. Je sais que en fait le défaut que j'ai ou la qualité, je sais pas, c'est que j'ai tendance à être très déterminé, assez têtu, voire buté quand je fais un truc.
Et comme je te disais, la course à pied, je ne connaissais pas du tout cet univers et j'en suis arrivé à être où il y a marqué Élite, mon nom, et UTMB, et je peux rentrer et être applaudi à Chamonix comme ça, juste après Kylian Jornet. Genre. Totalement fou comme histoire, quoi. Et, euh, et je me dis que je vais peut-être faire un autre truc. J'aimerais bien déjà me lancer dans un projet famille. Donc, il faut déjà que je trouve une meuf. Donc, ça c'est déjà un plan. Tu vois, faut que je redécouvre ce truc que je ne connais pas, que je connais mal. Donc, voilà, il y a un projet famille que j'aimerais bien quand même construire dans ma vie. Et après, à côté, je sais pas. Il y a un truc qui m'attire pas mal. J'y connais pour l'instant rien du tout. Mais ça m'attire pas mal, c'est la voile. En OK. fait, il y a ce truc-là où j'ai trouvé des similitudes pour avoir écouté des podcasts de grands navigateurs en solitaire qui t'expliquent, je sais pas, le Vendée Globe, la Route du Rhum, des choses comme ça, où ils t'expliquent les heures et heures à passer quasiment sans dormir ou à faire des micro-siestes, l'endurance physique. Et ça a l'air d'être assez redondant avec ce que je connais, moi, de l'ultra, en version peut-être un peu différent et plus technique. Donc ça m'attire pas mal. Et donc, je ne sais pas pourquoi je me vois traverser l'Atlantique en bateau à voile. Alors que pour l'instant, tu me fous sur une barque et je pense que la barque coule. Tu vois, genre, on en est vraiment là. Et genre, je me dis que ça, c'est impossible pour l'instant, mais why not? Pourquoi pas essayer de me casser les dents et tester ce truc-là, quoi. Ah ouais, Donc, 2014, tu as commencé à courir, que tu disais, puis 2022, je veux dire, tu fais des top 10, des top 20 dans des courses de calibre international, tu remportes des courses de calibre national, même international. Donc, je suppose que si tu commences la voile en 2024, peut-être que vers 2032, tu vas être rendu, tu vas traverser l'Atlantique. Je veux dire, attends, tout s'apprend. 2032, attends, ouais. Projet Non, enfant et puis, là-dedans, c'était compliqué un peu, hein, mais non, mais c'est 32. ça qui est Après, le non, le fun, problème, c'est que hein. c'est d'autres budgets, quoi. C'est d'autres Ouais, c'est budgets. ça. D'autres Ouais. budgets. Donc, peut-être que après, quand je vais regarder le prix d'un bateau, le prix d'un sponsor, et je vais faire ah oui, d'accord. Donc là, c'est plus des pompes à 200 balles, c'est un bateau à 1 million qu'il faut. Ouais, bon, bah, le bilboquet, c'est comment? Le bilboquet, est-ce qu'on peut. Il y a des championnats du monde de bilboquet? Peut-être que ça pourra partir sur un truc improbable aussi. Et Donc, je sinon, sais pas. écoute, tu trouveras un sponsor pour le bateau, puis tu auras un code promo pour l'achat de bateau, 15% avec Exactement. avec Exactement. le code promo Achetez, Voile Verte. achetez votre ciré ou vos bottes. Je vais terminer à vendre des bottes, tu vois. Hein. Voilà, exact. Je vais te rappeler dans 10 ans, je vais te sortir l'extrait, je vais faire Dude, t'es rendu exactement ce que tu critiquais, là. Ouais, mais tu connais Bot Jaune ou pas? Bot Jaune, c'est une Non? super marque maintenant. Ah Bah non, ouais? mais ce sera, ce C'est sera ça. Bot Jaune. Après casquette verte, c'est bas jaune. OK, Ouais, non. intéressant. Tu vois, Parfait. un objet connu par tout le monde, une couleur. Voilà, Voilà, c'est ça le. c'est ça en fait. Le marketing mondial, il aurait dû comprendre ça. Voilà. Ah, mais Alexandre, c'était vraiment intéressant de découvrir l'homme derrière Casquette Verte. T'es extrêmement le fun à suivre, t'es divertissant. Je pense que t'amènes un vent de fraîcheur qui est le fun dans le sport, qui plaît pas à tout le monde, puis on les salue, ceux que ça plaît pas. Ils se seront pas rendus jusqu'ici, puis tant pis pour eux. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de t'entendre sur tous ces sujets-là, puis je m'attendais à rien de moins. Tu sais, je me disais, derrière cet humour-là, intelligent, fin, un peu cynique, un peu moqueur, c'est sûr qu'il y a un gars fascinant, puis c'est exactement ce que j'ai découvert, puis j'espère que les gens qui écoutent vont l'avoir découvert aussi. Tu me disais J'espère que aussi, ça j'espère se peut aussi. qu'on te revoie au Québec quand même assez bientôt. Tu me parlais de 2023 peut-être. Tu alignais peut-être des courses dans le coin, si je me trompe Ouais, pas. c'est quasiment sûr. 2023, je pense que 2023, le QMT, c'est très, très, très probable. Ah ouais. On a échangé, je plus vite fait avec, c'est soit la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, soit l'organisateur de la course. On a commencé à échanger et moi, ça me dit bien. Donc, le QMT me dit bien. Et j'ai l'Aricana aussi qui me dit bien. Mais l'Aricana, je sais que ça va être plus compliqué en 2023 parce que c'est au moment où il y a tout le temps l'UTMB Ouais. où et j'aimerais bien peut-être partir aussi sur le Tour des Géants. Donc, Oh. il va falloir que je fasse un choix et je ne pourrais pas faire les trois. Donc, à voir. Mais l'Aricana, c'est sûr que je le ferai, mais peut-être que je me le réserverai pour plus tard. Le QMT, très certainement l'année prochaine. Et pour l'instant, c'est les deux gros que je connais. Je crois que, pas côté Québec, mais côté Vancouver, il y a quelque chose aussi. Donc, à voir. Mais ouais, le QMT, c'est très, très probable pour 2023. Et pour l'instant, on a plutôt dit du bien. Et par contre, on m'a dit que le niveau était assez relevé. Ouais. Donc, Extrêmement technique. ouais, c'est très. C'est extrêmement technique comme course. Le dénivelé est quand même assez. Tu sais, pour une course au Québec, le dénivelé est élevé. Je pense pour une course européenne, c'est peut-être un peu plus dans les moyennes, dans les plus. Ben, je veux dire, c'est quand même plus de 6 000 mètres de dénivelé, presque 7 000, mais c'est le degré de difficulté des sentiers. Là, c'est On extrêmement m'a technique, mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est les sentiers sauvages. Arikana comme QMT, tu as des sentiers que tu n'auras jamais vu ailleurs parce que c'est propre au Québec. Puis j'entendais Mathieu Blanchard en parler dans son podcast Dans son bain. dit. Puis il disait à quel point
les sentiers du Québec, il n'y a rien qui se compare à ça en termes de degré de difficulté, de technicité, de roche, de racines. Donc, c'est j'ai ça. compris que Tu les regardes le racines, c'est un délire. profil d'une course comme le QMT, je pense, avec une vision d'athlète français, européen ou même américain. Tu regardes le profil, tu fais « OK, c'est pas... » Tu sais, je veux dire, c'est des petits buts au Québec. Hein, notre sommet dans la région ici, c'est 800 mètres, c'est le Mont-Saint-Anne. Tu sais, c'est pas fou en termes d'altitude. Par contre, il y a le profil, puis il y a ce qui se passe concrètement dans les sentiers, puis c'est ce qui fait que tu regardes les distances, même quand des coureurs de haut calibre viennent essayer le Arikana ou peu importe, tu vois les chronos de ces gars-là, puis tu te dis ils vont éclater la course, ça va être un record de parcours, puis finalement, ils s'en prennent plein la gueule, comme vous dites en France, parce que justement, le sentier technique leur rentre dedans, puis les sections qu'ils pensaient roulantes parce qu'ils étaient flats sans trop de dénivelé sur le profil, concrètement, c'est dans la boîte, c'est dans les rivières, mais en même temps, je ne suis pas en train de te décourager, j'espère. C'est plutôt le contraire. Ça vaut vraiment la peine de le vivre. Pour vrai, le QMT, c'est une course qui est magnifique. C'est une organisation de calibre international comme l'Arikana. Fait que au plaisir de te voir en 2023. Ils aiment bien la bière. Ben oui. Partenaire pays. Donc moi, je me sens rassuré quand j'entends parler de ça à chaque fois. Donc je dis, OK. Donc si vraiment dans les premiers messages de communication que je vois passer, c'est course très branchée nature. Faites gaffe quand même, parce que ça paraît simple, mais c'est plus difficile. Tout ça, ça m'attire. Et après, quand très souvent, le message qui tourne autour de ça, c'est et puis à côté, il y a une bonne ambiance, bière, chill, et on mange bien. Généralement, tu sais que ces courses-là, je peux les cocher. Donc, ouais, QMT, c'est sûr. Arikana, c'est sûr. Et après, il y en aura d'autres, Amérique du Nord, mais ça, c'est pour faire les grandes classiques américaines. Comme chaque année, tu vois, je mets mon ticket dans la Hard Rock, je mets mon ticket dans la Western, et puis j'attends, ça sortira un jour, quoi. Moi, je t'écoute parler, puis 2-3 ans, ça va être difficile d'accrocher ta casquette verte dans 2-3 ans là, avec les courses que tu veux faire, les objectifs. Je pense que. Bah non, écoute, quand t'en fais 10 par an, c'est bon, hein, tu as rapidement fait le tour. Bon, après, il en existe tellement que non, mais je sais celle qui me reste à faire. Dans les grosses mondiales, il y a le Japon que j'aimerais faire. Il faut que j'en fasse une en Amérique du Sud. J'aimerais bien en faire une une très très longue en Afrique, un peu perdue au milieu de nulle part, où tu as un ravitaillement tous les 50 km, tu es un peu à la boussole. La Barclay, elle m'attire aussi, dans les trucs un peu perchés. Mais bon, voilà, tu vois, je sais qu'il me reste 10 ou 15 à faire. Et l'avantage, c'est que je pense que en fait, je pourrais tuer Casquette Verte et continuer en tant qu'Alexandre cette fois-ci, plus discrètement sans essayer d'aller jouer les avant-postes. Et peut-être tu vas me retrouver comme beaucoup je le vois sur les courses, c'est-à-dire des papas ou des mamans qui, après avoir enfanté, on va le dire comme ça, après avoir eu des mômes, une fois que les mômes commencent à grandir, en fait, moi, c'est les gens que je rencontre le plus, hein, c'est des jeunes papas ou des jeunes mamans. Les gamins, ils ont entre 6 et 10 ans. Et ils ont recommencé le sport, eux, à ce moment-là. Ils se lancent le défi de leur vie. Et moi, j'adore quand tu es à Chamonix le dimanche matin et que tu as la mère de famille qui vient de se taper 40 heures à faire le tour du Mont Blanc. Et elle arrive et ses enfants qu'elle prend dans les bras, elle passe la ligne avec. Et ça, en fait, voilà, d'une certaine manière, je me le souhaite. Et juste, j'espère qu'à ce moment-là, je serai là, moi, avec ma famille, ça sera mes supporters. Et que ça sera plus ce truc de casquette verte parce que je serai dans un autre mood et une autre appréciation de l'ultra trail, quoi. Je te le souhaite. Pour terminer, Alexandre, les questions éclair NAC. NAC, officiel du podcast. C'est ça qui est bon. NAC? Tu connais NAC? Mais bien sûr, je connais, ils sont venus me parler. Bon, ben parfait. Fait que quand tu auras la question spéciale NAC, tu sauras quoi répondre. Je rappelle qu'il y a des FKT, puis les FKT par Zoom via Outre-Atlantique, c'est Alexis Berg en 25 secondes, le record de vitesse par Zoom Outre-Atlantique. C'est ça, parce que là, à un moment donné, en vrai, le record est 10 secondes, mais avec le décalage Zoom, c'est impossible. Non, mais en plus du décalage Zoom, le problème, c'est que je pense qu'il y a la moitié des questions où je connais ni le premier terme, ni le deuxième terme. Donc, en vrai, genre, je peux te la faire en mode rapide, mais à tout moment, je vais peut-être dire, bon, écoute, on va perdre 50 secondes, tu vas juste m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Parfait, on ira comme ça. Tu me dis quand t'es prêt? Ouais. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Paris ou Chamonix? Paris. Sucré ou salé? Sucré. Question NAC, gaufre ou boire? Gaufre. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Bière ou vin? Bière. Rock ou hip-hop? Hip-hop. UTMB ou diagonale? Diagonale. Casquette verte ou Alexandre? Alexandre. Oh, 20 secondes, nouveau record. Allez, let's go. Et tiens, voilà, Alexis. Très fort. En plus, j'adore Alexis. Je saluerai Alexis, mais ouais, Alexis avait battu le record de Ludovic Pommeret.
Puis là, tu viens de battre le record d'Alexis. Donc, c'est une belle catégorie d'FKT, mes interviews internationales. Là. Tu veux dire que là, je viens de battre Ludo, là? Ah oui. Ah oui. Ah ben là, je peux arrêter la course. Je peux arrêter. Je me suis retrouvé avec Ludo sur la diagonale. Il y a un moment, et ce qui était trop bien, voilà, il y a des moments comme ça où tu te retrouves avec le mec qui va gagner la course. Et moi, j'étais le petit jeune, il me connaît, et lui, je connais tout son palmarès. Et je le taquinais un peu. Je faisais, alors, papy et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es encore avec le Parisien à ce moment-là? Et lui, il me regardait, il se retournait, il disait, tiens, regarde, toi, ça, c'est un caillou, tu dois pas en avoir à Paris. Regarde, fais gaffe. Donc, c'est des petits moments comme ça, donc ça fait plaisir de battre Ludo parce que ça arrivera jamais en vrai. Ah, écoute, quel athlète ce Ludo. Puis, mais j'avoue que ça doit être drôle quand même, cette dynamique-là, parce que je pense que Ludo, c'est un gars aussi qui aime bien blaguer, fait que j'avoue que ça doit être très divertissant. J'aurais aimé ça être un petit oiseau puis entendre les niaiseries qui se disaient en avant du pack, la diagonale 2021 avec vous autres qui étaient là. Sérieusement, il y en a beaucoup. Et en fait, effectivement, on le voit pas. Et tout comme on pense que c'est des extraterrestres, comme tu disais, une éducation de moine. Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Et tu as l'impression qu'ils sont lissés, certains, parce que en fait, ils sont tellement dans une masse média communication que tu as l'impression qu'il n'y a plus de taquinerie. Mais ils sont très taquins et il y en a que je ne citerai pas qui m'ont dit des délires ah putain, en fait, tu as envie de continuer de boire des pintes avec eux tout le temps, quoi. Ah ouais. Et ce sport est formidable. Ouais. Mais au plaisir de boire une pinte avec toi au QMT l'an prochain. C'est pas encore confirmé, il faut que je regarde mon calendrier, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, moi aussi, me faire le QMT 100 miles l'an prochain. Moi, j'ai le 110 cette année que je fais en préparation pour la CCC, mais on se retrouvera peut-être sur cette course-là, puis surtout pour boire une bière après. Hein. Sur la CCC, logiquement, moi, je serai encore sur l'UTMB quand tu seras arrivé. mais on va se croiser après à Chamonix. La marée de monde. Est-ce que tu bois des bières avant de partir, toi? Non. Toi? Non, j'allais dire on boit une bière avant ton départ, mais bon, non. Bon, si tu restes, la veille. J'arriverai, je pense, samedi, si tout va bien, à l'heure de l'apéro. Donc nickel. Toi, tu auras eu le temps de dormir et donc on pourra attaquer à la bière à ce moment-là. Parfait. C'est un rendez-vous à Chamonix samedi soir après ton UTMB. Top 20, c'est ça que tu disais tantôt? Top 20? J'adorerais top 30. Top 30, okay, ça serait vraiment ça serait une folie si c'était déjà ça. Bon, je te le souhaite. Merci beaucoup de ton temps. C'était un grand plaisir. Je me répète, on dirait, mais c'était vraiment, vraiment trippant comme conversation. Merci de ton temps. Merci à mon partenaire NAC qui est toujours fidèle au poste. Merci à David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Merci à Fred Desroches pour la musique. Merci à toi, Casquette Verte, Alexandre. C'était un grand plaisir. Puis je te souhaite tout le succès que tu veux cette année, des bonnes bières, des belles fins de semaine dans les montagnes, des discussions avec bien des niaiseries en tête de course avec Ludovic Pomeray et les autres. Merci à toi. C'était vraiment super agréable en fait de pouvoir discuter avec comment tu disais déjà, sans filtre. Sans filtre. Ça, c'était vraiment agréable. Cool. À tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.